Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Oui, je suis désolé du contexte un petit peu. J'ai eu des mises à jour, vous savez, un peu avec le téléphone, enfin avec l'ordinateur commencé. Donc du coup, là, j'ai dû utiliser mon téléphone. Enfin bref, c'est pas grave. On se débrouille encore une fois. Et comme d'habitude, vous le savez, hein, j'ai pris un abonnement chez les Québécois. Hein, c'est obligé. Donc aujourd'hui, encore une interview avec un Québécois. Et aujourd'hui, nous avons Claude Maloun. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom. Et si ce n'est pas le cas, j'en suis désolé parce que moi, les prononciations, c'est très compliqué. Salut à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. Et comment vas-tu? Salut Dylan, ça va très bien. Écoute, tu l'as très bien prononcé, Claude Maloun, exactement comme tu l'as prononcé. Fait que t'as bien fait ça. Ça va très bien. Comment ça va par chez vous en France? Ça va bien aussi? Nous, ça va parfaitement. Alors, je fais juste une petite parenthèse hein, parce que tu vois, moi, je ne cacherai à mes abonnés. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée de merde. C'est un micamac. Enfin bref, première question qui est très simple. Comment tu découvres le catch chez toi pour la première fois? Est-ce que c'est un peu l'histoire de tout le monde à la télévision? Est-ce qu'on te le fait découvrir? Comment ça se passe pour toi? Je sais pas exactement. C'est ça, on me l'a souvent demandé en entrevue, puis j'ai pas de souvenir précis comme de la première fois que j'ai écouté de la lutte ou mon premier souvenir, mais je me rappelle d'avoir écouté ça à la télévision quand j'étais jeune, un peu comme tout le monde. Puis ça a vraiment été un peu plus rendu peut-être au début de l'adolescence, là, que j'ai vraiment beaucoup plus accroché avec mes amis. On écoutait beaucoup justement la lutte, puis là, on aimait le Shawn Michaels, puis Razor Ramon, puis on jouait aux jeux vidéo. Fait que c'est vraiment à cette époque-là, au début, là, avant que ça devienne un peu l'attitude era, là, quand c'était les superstars, là, c'est dans ces années-là que j'ai commencé. Fait qu'on dirait, je dirais début 90, que j'ai écouté quand même des années 80 quand j'étais plus jeune, mais début 90, c'est vraiment là que mon intérêt a été capté. Là, puis je dirais que c'est pas mal dans cette époque-là. Là. Ok. Tu te rappelles un petit peu ou alors c'est vraiment vague du premier match que tu as vu? C'est vraiment vague. Je pourrais pas te dire précisément le premier match que j'ai vu, mais le premier lutteur que je me rappelle avoir vu, c'est Honky Tonk Man. Je ne sais pas quel âge que j'avais, mais quand j'étais justement dans les années 80, quand j'étais plus jeune, Honky Tonk Man était mon lutteur préféré. Peut-être parce qu'il ressemblait à Elvis, qu'il avait une guitare, qu'il faisait de la musique. C'était peut-être le personnage. Fait que je me rappelle que c'est le premier vraiment lutteur qui m'a marqué, mais je ne peux pas me rappeler d'un premier match que j'ai vu. Ok. À l'époque, tu étais sans doute jeune, hein, parce qu'on est tous jeunes à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a fait tenir, toi, ce petit jeune qui découvre le catch à la télévision? Qu'est-ce qui t'a fait tenir? C'est quoi? C'est un peu l'envers du décor? Enfin, l'envers du décor, non, pas ça, mais je veux dire les paillettes, les feux d'artifice, le fait de voir des gens, que ça soit coloré, que ça soit aussi un monde de fou, parce que le catch, ça ramène beaucoup de monde. C'est quoi à l'époque qui t'a fait te tenir toi, devant le catch? Moi, c'est vraiment, à l'époque, je me rappelle ce qui m'embarquait, c'était les histoires et les personnages. Moi, ça a toujours été ça, puis moi, je le dis souvent. Moi, la lutte, pour moi, le plus important, c'est les histoires puis les personnages. Pour moi, les moves de lutte, les prises en tant que telles, ben, ça vient quasiment presque en dernier. Tu sais, je veux dire, comme tu disais, c'est un monde de paraître puis d'être flamboyant puis tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment le côté spectacle, le côté histoire, le côté personnage, moi, qui m'a accroché là-dedans, de suivre les histoires, les rivalités, de voir ce qui va se passer. Là. Ok. C'était quoi pour toi l'élément déclencheur qui, justement, t'es dit dans ta tête, bah voilà, aujourd'hui, certes, je suis fan, mais je veux passer le cap, je veux devenir catcheur. C'est justement, toi, ça s'est passé comment et combien de temps ça t'a pris justement pour réfléchir? Ouais. Ben, dans le fond, ça est arrivé vers la fin vingtaine. J'ai un de mes amis avec qui que j'avais connu au collège, au cégep, ici au Québec, j'ai connu là, que j'avais perdu de vue. Puis dans ces années-là, il y a MySpace, les réseaux sociaux qui sont apparus un peu. Puis j'ai retrouvé cet ami-là, puis je me suis rendu compte que dans ce temps-là, on avait un point commun quand on était amis, on aimait tous les deux la lutte. Mais on s'était comme perdu de vue. Puis quand je l'ai retrouvé, je me suis rendu compte qu'il était rendu lutteur, il était rendu catcheur. Fait que j'ai repris contact avec, là, j'ai jasé, puis je me suis mis à aller voir les spectacles de lutte. Fait que de show en show, mon ami, j'allais voir ses spectacles. Puis après une couple de spectacles, je regardais, puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça embarquer dans la lutte, j'aimerais ça participer au spectacle, mais je suis pas grand, je mesure 5 et 6. À l'époque, je faisais 120, 130 livres. J'ai dit, je peux pas être lutteur. Moi, je suis moumoune, j'aime pas ça me faire mal, je suis très sensible. Moi, la douleur, je suis pas très tolérant. Fait que j'étais comme,
Ben, je pense, j'ai regardé le spectacle, j'ai dit, bon, qu'est-ce que ça pourrait être mon rôle? J'ai dit, ben, je pourrais être arbitre. Tu sais, je regardais les arbitres, puis je trouvais que je pourrais remplir le rôle d'arbitre, puis je pense que je comprenais bien la game. Fait que j'ai pris un cours de lutte, pour être arbitre, mais j'ai pris un cours de lutte, j'ai appris à bumper, tomber, tout ça. Puis après le cours, j'ai dit, moi, je refais plus jamais de cours. Là. J'ai dit, moi, je veux arbitrer, je ne vais pas me tirer sur le dos. Finalement, j'ai arbitré le soir même sur ce spectacle-là. Puis j'ai commencé comme ça. Fait que j'ai pris un cours de lutte, j'ai arbitré tout de suite, j'ai appris sur le top, puis tout de suite, j'étais quasiment comme un naturel, j'avais bien compris la patente. Puis ce qui m'a aidé beaucoup à l'époque aussi, c'est que moi, en tant qu'adulte qui voulait devenir un arbitre, je ne voulais pas devenir un lutteur. Donc, je me donnais à 100% dans mon rôle d'arbitre, d'essayer d'être le meilleur possible. Fait que c'est parce que souvent, les gens qui commencent, il y a beaucoup d'élèves qui commencent à faire de la lutte, qu'on les met dans le ring, on les met comme arbitre pour qu'ils apprennent un peu le métier, tout ça. Fait que souvent, les arbitres, ils n'ont pas nécessairement tout le temps de l'intérêt à être arbitre. Fait que moi, c'est ce qui m'a aidé beaucoup au début. Je voulais être arbitre, donc je suis devenu quand même assez rapidement considéré comme un des meilleurs qu'il y avait dans la province. Après une couple d'années, ça n'a pas été long, je suis monté. Là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Mais tu vois, c'est très rare parce que en général, les gens, ils veulent tous devenir catcheurs. Toi, Ouais, c'est arbitre. ouais, Et tu vois, exact. c'est pas que comment. Tu peux fumer, hein, ne t'inquiète pas. Ici, tout est permis, hein, y a pas de problème. Donc, ne t'inquiète pas, y a pas de souci. Mais non, mais c'est vrai que franchement, tu vois, c'est un peu hors du commun. Puis après, tu vois, je te comprends. Tu vois, je comprends tout à fait parce que moi, qui a fait un entraînement, tu vois, moi, j'ai fait un entraînement également aussi de catch et tout. J'ai dit une fois, mais pas deux, parce que ça fait tellement mal. Tu vois, enfin, je me voyais pas dedans. Donc, du coup, après, je comprends. J'ai vu aussi, ou alors on m'a dit aussi, je sais plus très bien, tu es aussi manager, ça, c'est ça? Enfin, tu accompagnes aussi des catcheurs au niveau du ring, c'est ça? Si tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, j'ai été arbitre pendant de 2007 à 2012-2013. Puis là, j'étais un Ok. peu, justement, j'avais eu j'ai eu un combat en tant qu'arbitre. En tout cas, j'avais une petite storyline. Puis, tu sais, on s'est rendu compte que la foule, que je connectais quand même bien avec la foule. Puis là, je me suis dit, ben, j'aimerais ça occuper un autre rôle. J'étais comme un peu tanné d'être arbitre. Puis, des fois, les arbitres sont pas nécessairement respectés à tous les niveaux. Il y a des gars qui s'en foutent un peu. C'est pas tout le temps. Là, c'est mieux que c'était, parce qu'à une époque, c'était très difficile. Fait que là, à un moment donné, j'étais juste tanné. Ça me tentait plus d'être arbitre. Fait qu'à à l'époque, j'ai parlé au scripteur de la NSPW, Michael Bisson, puis j'ai demandé, je dis, hey, il me semble qu'on pourrait-tu faire la transition d'arbitre à manager? J'aimerais ça essayer ça. Fait que de fil en aiguille, on a fait une histoire que justement, je suis devenu méchant, j'ai triché, puis je suis devenu gérant comme ça. Fait que depuis 2013, je suis gérant. Là, on m'appelle l'homme en brun. Ça, c'est mon surnom de gérant, c'est l'homme en brun, puis le meilleur de la business. Et en fait, en gros, pourquoi tu t'es dit, bah voilà, moi, enfin, en gros, toi, le devenir catcheur, entre guillemets, ça, enfin, je veux dire, en gros, tu as voulu essayer une fois, comme tout le monde peut essayer, et en fait, ça t'a jamais plu, toi, c'est ça. Toi, tu as plutôt préféré viser les choses qui sont à côté, parce qu'on rappelle encore une fois que dans le catch, il n'y a pas uniquement que catcheur, on peut faire annonceur, on peut faire comme toi, tu as fait hein, pendant un sacré bon bout de temps, arbitre. Aujourd'hui, tu es manager. Il y a pas mal d'autres choses. Pourquoi avoir choisi ce choix-là qui est un choix surprenant? Ben, dans le fond, c'est ça, parce que je me rendais compte que j'avais quand même une bonne relation avec la foule. Les gens m'aimaient comme en tant qu'arbitre. J'étais un bon arbitre, fait que les gens m'aimaient, mais des fois, justement, ça pouvait arriver aussi que je prenais peut-être. Je m'en rendais pas compte, puis je faisais pas exprès, mais je prenais quand même de la place dans les combats des fois. Fait que, tu sais, l'arbitre est supposé être plus caché. Fait qu'on s'est rendu compte que ben, peut-être que mon rôle sur le spectacle, ça serait meilleur si justement je pouvais profiter de ma personnalité et de faire réagir la foule et de y aller avec ça. Puis justement, fait que manager, au début, je n'étais pas à l'aise du tout. Ça m'a pris à peu près un an ou deux avant de vraiment trouver mon air d'aller puis vraiment comprendre qui j'étais puis tout ça. Mais depuis ce temps-là, justement, là, on me considère comme... présentement, c'est moi le meilleur manager au Québec. Ça fait 2 ans d'affilée que je gagne. Ben, l'année passée, c'était personnalité de l'année. Cette année, je suis arrivé deuxième. Mais les personnalités de l'année englobent aussi les annonceurs, plein d'autres gens. Fait que, tu sais, on peut... fait que ça peut jouer un peu. Mais ça fait 2 ans d'affilée que je suis en tant que manager, je suis le premier. Je suis le numéro un. Là, je suis vraiment. J'ai mon style à moi. Je me suis trouvé. Je suis différent des autres.
exubérant, fait que ça marche. Fait que c'est très près de mon personnage est très près de ma personnalité aussi. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai voulu devenir manager, que en même temps, je peux être quand même moi-même puis Oui. m'amuser. Tu dirais que un de tes modèles est lui qu'on connaît le plus en tant que manager. Moi, la première chose que tu me dis qui est ton manager préféré. Je vais te sortir celui qu'on connaît tous, Paul Heyman. C'est un peu une référence pour toi, Paul Heyman, qui de base normalement avant n'était pas manager. Hein. C'est vraiment très 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 récent aussi. Lui, à la base, il était plutôt promoteur, mais est-ce que depuis qu'il est devenu aussi manager, est-ce que c'était aussi une référence pour toi? Ben, dans un certain sens, oui et non, parce que je suis vraiment pas comme, j'ai vraiment pas le même style de manager que Paul Heyman, le même style de personnage, mais comme Paul Heyman, j'ai porté beaucoup de chapeaux dans la lutte. Paul Heyman, j'ai écouté son documentaire, là, Legend, si vous avez le temps d'écouter ça maintenant, c'est super bon. Il a commencé comme photographe. Il a commencé par photographe à 15 ans. Il a réussi à rentrer à Madison Square Garden en faisant une magouille, puis en faisant un crack, il avait une pause de 13, puis il s'est ramassé photographe à 15 ans. Il s'est mis à photographier des spectacles. Puis de là, ben, c'est ça. Il s'est mis à connaître tous les lutteurs, puis tout ça, jusqu'à temps qu'il devienne manager. Après ça, il s'est en allé à ICW. Fait qu'il a porté plusieurs chapeaux. Puis ça reste que Paul Heyman est le plus grand manager de tous les temps. Parce que le travail qu'il a fait avec Brock Lesnar, avec Roman Reigns, avec plein d'autres gars, c'est incroyable. Mais moi, j'ai un style comme vraiment différent. Je suis comme un peu moins, je suis un manager sérieux, mais je suis un peu plus un comedic relief. Je suis un peu plus comique. Je suis méchant, je peux être très méchant, mais je suis plus un manager un peu plus drôle, mettons. Ici au Québec, je te dirais, peut-être que toi, tu ne le connais pas. Il y a eu un manager qui a été gros dans la lutte Grand Prix. Il a été aux États-Unis beaucoup, puis tout. Il était dans les années 70 et 80, même 60. Je pense qu'il a commencé dans les années 60. Lui aussi, il a commencé comme arbitre. C'est Eddie Creechman. Si tu ne te connais pas, tu iras voir. On l'appelait le Brain. The Brain Eddie Creechman. Ça, c'est le plus grand manager de l'histoire du Québec qu'il y a eu. Puis c'est à lui que je me fais comparer beaucoup au Québec. Parce que les gens le connaissent. Toutes les générations le connaissent. Les vieux le connaissent. Fait que la lutte ayant un regain comme elle a présentement, ben, les gens, souvent, le souvenir du manager qu'ils ont, c'est Eddie Creechman. Fait que je ressemble quand même pas mal à Eddie Creechman, qui était un baveux, qui était un comedic relief, qui mangeait des volets aussi. Fait que c'est un peu plus lui mon inspiration, mais sans l'être. Parce que je suis un peu devenu un peu comme Eddie Creechman, mais sans le vouloir. C'est comme fait naturel. Puis à un moment donné, les gens m'ont fait le parallèle, puis j'ai fait ah oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Je ressemble beaucoup à cet homme, puis c'est un bel hommage, là, parce que, comme je dis, c'est un des plus grands de. Tant qu'à moi, c'est un des plus grands de l'histoire de la lutte, parce qu'on ne l'a pas vu aller beaucoup dans les grosses fédérations, mais il est quand même allé aux États-Unis, il a managé le Chic original, tout ça, c'est quand même un. Ça a été le manager de Abdullah le Butcher longtemps aussi. C'est quand même c'est un gros nom. Ok. À l'époque, c'était quoi la réaction de ta famille quand tu leur as annoncé que tu voulais te lancer justement dans le catch? Parce que de base, bah, tu vois, t'as fait comme tout le monde, t'es devenu catcheur. Est-ce qu'on t'a suivi dedans? Est-ce que c'était compliqué pour certains? Comment ça s'est passé pour la réaction que tu as eue? Ben, moi, en ayant commencé, j'ai commencé à la fin vingtaine. En ayant commencé ça dans ces âges-là, je veux dire, mes parents, tout ça, personne n'a vraiment comme jugé ce que je faisais. C'était comme un passe-temps. Et ma copine, à l'époque, dans le fond, j'ai commencé à aller voir des spectacles de lutte avec elle. Puis on s'est connus un peu à cause de la lutte, parce qu'on s'était connus sur un site de rencontre. C'est l'air du temps. Et puis, c'était dans le temps, c'était dans le début des sites de rencontre quand même. Puis, Ça justement, fonctionne vraiment, dans excuse-moi, ça fonctionne vraiment, ces trucs-là, les sites de rencontres. ouais, on est mariés depuis 10 Ah ans, on a bah, 12 enfants. Écoute, puis justement, ma blonde, ma copine, ma femme, sur son profil de site de rencontre, avait mis dans ses intérêts qu'elle aimait la lutte. Fait que c'est comme ok. ça qu'on s'est mis à jaser, tout ça, on est devenus amis, puis on est allé voir des spectacles de lutte. Puis là, c'est ça, de fil en aiguille, on est dans le couple. Puis, dans le fond, j'ai commencé en même temps pas mal que ma relation. Fait que ma femme, elle m'a toujours suivi, ça a tout le temps bien été. Au début, elle venait à ça. Des fois, elle s'occupait de la table de marchandises, elle aidait, puis tout ça. Puis, justement, c'est ce qui est un autre parallèle, ben ma blonde est couturière. Fait que, un moment donné, ça faisait quelques années que j'étais arbitre, il y a un des gars qui me dit hey, toi, je suis graphiste aussi. Fait qu'à un moment donné, il me dit hey, peux-tu me faire un design de T-shirt? Fait que j'ai fait un design de T-shirt pour un lutteur. Puis ensuite, ce même lutteur-là, il dit ah, j'aimerais ça te faire un costume avec le design et tout. Puis je suis comme ben attends un peu, j'ai dit ma femme est couturière, genre, je vais parler avec. Puis on s'est mis à faire des costumes de lutte. Donc, j'ai une compagnie aussi de costumes de lutte depuis 2009
avec ma femme qui s'appelle Custom Couture. Donc, je fais des costumes. J'ai fait des costumes pour beaucoup de gens là, partout dans le monde. J'en ai eu des clients justement en France. J'ai des clients surtout au Québec, au Canada anglais, aux États-Unis, mais j'ai eu des clients aussi partout dans le monde. La compagnie marche encore. Fait que je fais des costumes de lutte aussi. Fait que je touche à plein d'affaires. Je me rappelle même plus c'était quoi ta question au début. Tu vois comment que ça... Oh, ma famille, comment qu'elle prenait ça, justement. Ben, fait que ma femme est avec moi là-dedans, fait des costumes de lutte. Elle venait voir les spectacles plus souvent avant quand on était plus jeune. Là, elle vient moins souvent parce qu'on a des enfants et tout ça. Mais là, c'est rendu que justement, nos enfants, on les a souvent amenés quand ils étaient plus jeunes dans les shows de lutte. Puis ma plus vieille, qui est rendue à 13 ans, elle m'accompagne toujours à la lutte. Puis elle vient avec moi sur certains spectacles. Puis il y a des places que justement, maintenant, c'est elle qui s'occupe de la marchandise sur certains spectacles. Fait que ma famille elle embarque là-dedans. Toute la plus jeune aime moins la lutte, mais ma plus grande aime ça aussi. Fait que tout le monde est en arrière de moi. Ma mère, elle trouve ça bien drôle. Puis je veux dire, ça me fait un petit. J'ai quand même. Mes parents sont. Ma mère est un. Ben, mes parents, je dirais ma mère, parce que j'ai pas trop de relation avec mon père. Bref, ma mère est quand même. Ma famille sont quand même fiers de moi parce que ça reste que au Québec, la lutte, avec le gros engouement qu'il y a eu, on a eu une série l'année dernière qui était sur le 2 ans, ça s'appelait 3 secondes, qui a passé sur Historia, qui est en 10 épisodes, qui ont suivi plusieurs lutteurs, puis je suis un des personnages qui ont suivi. Donc, j'ai été dans une émission à TV, j'ai été invité sur un talk show, dans une émission de TV nationale pour parler de ça. Fait on a quand même une certaine couverture, on parle de nous dans les journaux, puis tout ça. Fait que, mes parents, ils me supportent là-dedans, puis ils sont ça. Toute ma famille est quand même bien fière de ça, puis c'est ça, tout le monde nous supporte, puis c'est tellement drôle, c'est ça. On se ramasse, c'est gros, ça a pris de l'ampleur, on est dans les médias, c'est le fun. Moi, j'ai du plaisir à faire ça, je me prends pas la tête, je me prends au sérieux dans ce que je fais, mais je me prends pas au sérieux, tu comprends? Je suis sérieux, mais je me prends pas au sérieux. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'était pas une de mes ambitions dans la vie d'aller dans un talk show national ou d'être à la télévision, mais je l'ai quand même fait que je trouve ça extraordinaire. J'ai fait plein de trucs. Si le monde peut aller voir sur ma page, puis tout ça, je veux dire, j'ai fait une campagne électorale l'année dernière, ou il y a 2 ans, je me suis présenté en politique. Mon personnage s'est présenté en politique, le manager, dans le comté à Limoilou, à Québec, où nous faisons les spectacles de lutte. Fait que je me suis présenté je me suis présenté faussement, mais j'ai fait des vidéos de campagne électorale, j'ai fait du porte-à-porte, j'avais des pancartes, tout ça. Puis j'ai challengé un des candidats. Fait qu'on a fait un des candidats qui se présentait, qui a été élu, qui est député maintenant. Il est venu faire un débat dans le ring avec nous, il a embarqué. On a eu du gros tracking. Fait qu'on est quand même beaucoup mainstream, on se fait voir, puis c'est le fun. Moi, j'ai du plaisir. Fait que, tout le monde embarque, la famille, ils me supportent là-dedans. Ils trouvent ça moins plate quand ils trouvent ça moins le fun, mettons, quand on se fait blesser ou quelque chose, parce que ça peut quand même arriver il arrive des accidents. Mais en général, tout le monde est pas mal, nous supporte. Ça va très bien. Alors, on va parler donc de deux choses. Tu étais arbitre avant, puis aujourd'hui tu es manager, donc du coup on va séparer. Tu auras des questions. Je vais te poser des questions en tant qu'arbitre, puis également si en tant que manager, si ça te dérange pas. Et pareil, surtout n'hésite pas à me corriger parfois. Si jamais je dis catcher, parce que tu vois, c'est tellement un réflexe que j'ai que parfois tu vois, je m'en rends pas compte. Donc surtout remets-moi dans le droit chemin. Il y aura aucun souci. Je ne t'en voudrais pas par rapport à ça. Est-ce que tu te rappelles un petit peu du premier match que tu as arbitre et comment ça se passe? Parce que comme récemment, pareil, j'ai eu aussi un arbitre qui a arbitré un petit peu partout. Comment ça se passe exactement? Enfin, en tout cas, comment ça s'est passé pour toi en tant qu'arbitre au début? Est-ce que c'était pas très compliqué? Parce que voilà, tu vois, quand on est arbitre, déjà de 1, c'est aussi un personnage qui est très discret. Il doit être discret, mais il doit être aussi important. Il ne doit pas gêner les gens. Comment ça s'est passé pour toi, tes tout débuts? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était plus facile pour toi? Premièrement, là, c'est pas grave si tu catch ou catcheur, parce que tout est en France, puis vous dites ça, puis c'est bien correct. Catch as can. Les Anglais en Angleterre, ils appelaient ça du catch aussi, parce que dans le fond, le catch as can. Fait que vous autres, c'est normal, vous êtes sur un autre continent, c'est le nom que ça a eu. Fait que moi, je suis zéro incité de ça. Tu peux dire qu'on est des catcheurs, nous autres, on est des lutteurs. C'est pas grave pantoute. Deuxième chose, bon, la question. Mon premier match que j'ai arbitré, dans le fond, c'est justement après mon premier entraînement, le soir, le gars qui entraînait, le booker lui a demandé, il dit, est-ce qu'il est bon pour arbitrer? Il a dit, oui, tu peux le mettre sur le show ce soir. Fait que j'ai été sur le show le soir même. C'était le dernier show de la saison. C'était quand même un gros show. Fait que mon premier combat, ça a été
c'était Pee-Wee contre Jay-Z, 2 lutteurs locaux. Puis justement, ça s'est super bien passé. Fait que moi, comme je disais tantôt, j'ai arbitré, j'étais un naturel vite parce que j'étais quand même assez âgé. J'avais écouté beaucoup de luttes, puis je pense que j'avais quand même bien compris ce qui se passait. Fait que j'ai pogné que ça assez vite. Fait que j'ai jamais eu vraiment de difficulté en tant qu'arbitre. J'ai jamais. Ça n'a pas été dur en tant qu'arbitre, à part justement de se faire respecter des fois des lutteurs, parce que ça reste que les gars qui kickpartent, les épaules qui se lèvent pas, les trucs comme ça. Ça, c'est les trucs les plus durs en tant qu'arbitre, parce que, un exemple. Un arbitre, ça compte toujours jusqu'à 3 comme si c'était vrai. Si le lutteur ne lève pas son épaule, l'arbitre est supposé continuer de compter. Le problème, fait que des fois, c'est serré, puis là, des fois, on arrive backstage, puis le lutteur peut dire ouais, t'as compté vite, puis t'as pas compté assez vite, ou bien t'as compté jusqu'à 3. Je dis ouais, mais crime, t'as pas levé ton épaule. Là. Je veux dire, c'est à toi. Moi, l'arbitre reste que la lutte, malgré tout, même si la lutte est un sport arrangé, même si c'est un spectacle, puis que chacun a son rôle, bien justement, l'arbitre, son rôle, lui, c'est le rôle de donner de la crédibilité à l'histoire. Parce que même si on le sait, si l'arbitre il a l'air de regarder ça, puis d'être d'un jambe, puis de ne pas avoir d'intérêt, puis que ça. Si l'arbitre n'a pas l'air à trouver ça vrai, si l'arbitre il trouve il a l'air. C'est ça. Si l'arbitre n'a pas l'air que le match est réel, le monde dans le foule, ils ne trouveront pas que c'est réel. Tout fait partie de la patente. Fait que si l'arbitre ne fait pas sa job comme du monde, c'est sûr que ça nuit au match. Fait que, l'arbitre est une partie très importante du match parce qu'il faut qu'on le voie, mais il ne faut pas qu'on le voie. C'est quand même. C'est touché. Puis comme je disais tout à l'heure, des bons arbitres, les meilleurs arbitres vont souvent être les arbitres qui vont vouloir juste être arbitres, qui sont arbitres toute leur carrière. On a des arbitres ici au Québec, là, JS Trudel, qui est un exemple. JS il est presque rendu à 5000 combats, là, 2000 combats, je ne sais plus. Il est presque, je veux dire, ça fait longtemps qu'il arbitre. Il est bon, il est là, il comprend les choses, mais c'est juste un arbitre. Fait que souvent, les arbitres qui sont arbitres sont beaucoup meilleurs qu'un arbitre qui va être là pour que ces gens dans sa formation pour devenir lutteur, mettons. Fait que c'est la chose la plus dure, c'est ça aussi souvent. Puis des fois, c'est aussi les trucs comme les combats par équipe. C'est une chose qui est plus dure quand même, les combats par équipe. Les gars, il faut qu'ils taguent, il faut que tu vois les tags, il faut que tu ne vois pas les tags. Puis là, les gars, ils te font des affaires dans le dos, puis là tu ne vois pas, mais fait que c'est toujours, tu fais partie là, du match là, en bonne partie quand tu as des parties importantes. Fait que c'est quand même un rôle très important qui est souvent sous-estimé. T'es plutôt quelqu'un de stressé, toi, avant de monter sur le ring, par exemple, est-ce que la première fois que tu as arbitré, la première fois que tu es arrivé sur le ring et puis ensuite après les catcheurs, est-ce que tu es quand même plutôt quelqu'un de stressé? Parce que tu vois, c'est pas évident à tout le monde que ça soit là, ici, tu vois. Bon, là, ça va, on est entre nous, on parle et tout entre nous. Bon, après, ça va être vu par certaines personnes, mais encore, tu vois, tu as moins la pression. Ici, bon, tu as une erreur, on peut la couper lors du montage et puis c'est pas très grave et puis on a moins de pression vu qu'on est qu'à deux, mais le fait de te retrouver vraiment avec des vraies personnes qui à tout moment peuvent interagir avec ce que tu fais, est-ce que ça t'a quand même mis une pression et tout au tout début? Pas vraiment, je te dirais, parce que je suis quelqu'un de stressé dans la vie, je suis quelqu'un d'énervé. Je pogne le mort aux dents quand même assez vite. Mais je te dirais que pour ces choses-là, peut-être un petit peu au début, j'étais plus stressé, mais jamais, jamais, jamais que je suis stressé avant des combats, avant des matchs. Je fais de la musique un peu aussi. Quand j'ai commencé les premiers spectacles, oui, mais depuis maintenant, là, il n'y a plus rien qui me stresse dans la vie. Il y a des choses qui me stressent, mais je veux dire, dans le domaine, là, mettons, donner une entrevue, donner un spectacle, aller devant une foule. Moi, je joue de la musique aussi, comme je disais, fait que jouer devant des gens, me tromper devant des gens, faire une erreur devant des gens, moi, je vais tourner ça au ridicule. Je suis pas. Je suis vraiment pas si nerveux que ça. Là. C'est pas de quoi. Des fois, je peux être nerveux que peut-être quand on travaille, c'est un bon stress, mais quand, mettons, je vais manager quelqu'un que j'ai jamais managé ou qu'on se bat contre quelqu'un qu'on n'a jamais travaillé, fait qu'on fait des nouvelles affaires, des fois, on peut être nerveux, mais je suis pas quelqu'un d'emblée qui est gêné d'aller devant une foule ou devant des gens. Fait que, même si on ferait l'entrevue, justement, toi puis moi, puis que moi, je m'en farge, là, je ne dirais pas de face ça. Moi, je m'en sac. Hein. Je m'en sac de ce que le monde pense de moi. Je m'en sac de ce qu'il voit. Moi, ma vie, je la vis pas pour les autres. Fait que c'est pas Oui. grave. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais ça c'est aussi. Alors,
C'est un autre débat, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont là absolument de savoir ce que les gens pensent d'eux et tout, alors qu'au final, tu devrais vivre pour toi. C'est la chose la plus importante. Est-ce que pour toi, tu penses qu'un arbitre doit être heel, doit être face ou doit juste tout simplement être neutre? Et s'il doit être heel ou il doit être face, comment on choisit quand un arbitre doit être heel ou doit être face ou justement être face, pardon, excusez-moi, ou être juste neutre? Ben, dans le fond, un arbitre, il faut que ça soit neutre, là. À moins que tu aies une histoire qui amène à ça. Mais en général, tu ne veux pas amener l'attention sur l'arbitre. Fait que l'arbitre doit vraiment être neutre. C'est pas évident non plus quand tu es arbitre. De savoir ce qu'il faut que tu fasses ou que tu ne fasses pas. Parce que c'est sûr que l'arbitre va être détesté des gens. Parce que l'arbitre, il ne voit pas les méchants tricher, puis tout ça. Faut qu'il ait l'air niaiseux. Je pense que, ben, pas niaiseux, mais faut qu'il. Tu sais, faut. Comment je pourrais l'expliquer? Faut juste que quand il est distrait, faut vraiment qu'il ait l'air. Faut que ça soit bien fait, justement. Faut pas nécessairement que l'arbitre ait l'air niaiseux. Je me suis mal exprimé. Justement, faut que ça soit bien fait pour pas que l'arbitre ait l'air niaiseux, je pense. C'est un peu plus ça. T'sais, l'arbitre, il est distrait parce qu'il fait son travail. Il y a un gars qui essaye de rentrer dans le ring, il va le voir, mais il se passe de quoi dans son dos. Fait que c'est sûr que le monde va être fâché après l'arbitre, mais l'arbitre, il faisait son travail. Fait que, c'est quand même, c'est pas évident la job d'arbitre. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis comme je disais tantôt, ben, je l'ai fait X temps. Puis j'ai arrêté justement parce que j'étais tanné parce que c'était beaucoup d'affaires à gérer quand même. Puis, fait que en étant à l'extérieur du ring, c'était un peu moins pire. Tu sais. Puis je veux dire, là aussi, en tant que gérant, là, j'ai vraiment ma personnalité, je suis vraiment un personnage, puis tout ça, tandis que justement, tu dis c'est un arbitre doit être heel ou face. C'est un arbitre, à moins qu'il y ait une histoire en général qui mène quelque part, puis c'est bon, que c'est viscéral, c'est naturel, que ça arrive tout seul, c'est bon, mais sinon, un arbitre ne doit pas avoir d'être heel ou face, puis ne doit pas avoir de personnage. Puis c'est justement un peu pour ça que vers la fin aussi, je devais être quand même considéré peut-être comme un moins bon arbitre parce que j'ai quand même une personnalité forte, puis je pense que ça a commencé à ressortir. Fait que ça, j'ai comme fait, non, c'est assez l'arbitrage, c'est le temps que je pense que je peux amener d'autres choses aussi. Fait que comme je disais tantôt, j'ai porté plusieurs chapeaux. Là, justement, là, moi, je suis booker aussi, scripteur à la FCL à Shawinigan. Je l'ai déjà fait avant à Baie-Saint-Paul dans ces années-là. Quand j'étais arbitre dans les débuts, justement, j'ai été booker d'une fédération à Baie-Saint-Paul à Québec. J'ai appris beaucoup là-dedans aussi. Fait que tout ça m'a amené que là, ça ne me tentait plus non plus je trouvais que je pensais qu'en tant que personnage, puis tout ça, j'étais capable d'apporter plus au show que d'être juste un arbitre. Puis, j'avais aussi quand même formé ma relève. Tu sais, j'avais un de mes amis, Olivier, qui est devenu un très bon arbitre, justement, il était un élève. Puis c'est un jeune aussi que lui, il voulait pas, il était plus jeune que nous, mais lui, il voulait pas devenir lutteur non plus, il voulait être arbitre. Donc, c'est devenu un très bon arbitre. Donc, quand j'ai fait la transition, moi, à mon année manager, ben Olivier a comme pris ma place en tant que bon arbitre. Fait que je trouvais que l'arbitrage était en bas de main, puis moi, je voulais plus rien savoir. Il fallait que je passe à d'autres choses. Là. J'étais blasé, comme on dit. Mais tu as quand même un parcours de fou, toi. T'imagines, de base, tu arrives pour devenir catcheur. Au final, bah, tu vois, enfin, tu deviens arbitre, tu fais aussi promoteur, tu deviens manager. Mais t'as une vie à 100 à l'heure, toi, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Quand tu étais bah, également aussi, parce que alors là, on va aussi en parler, parce que moi, j'aime bien qu'on discute de tout, hein, si ça te dérange pas. Quand tu étais justement manager, pas tout de suite, on en parlera après, promoteur, pardon, excuse-moi. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Parce que, en fait, en gros, bon, ici, j'en ai déjà eu un des promoteurs, je pense que tu l'as vu, hein, j'ai eu enfin, un des promoteurs de la NSPW et tout, mais qu'est-ce qui est compliqué pour toi, tu dirais, en tant que promoteur? Est-ce que c'est le fait d'avoir des matchs satisfaisants? Parce que regarde, on va prendre un exemple tout simple. Imagine, tu ouvres une structure qui vient juste d'ouvrir. Admettons, allez, on va dire que ta structure, tu viens juste de l'ouvrir. Comment tu fais, honnêtement, pour avoir pour avoir des matchs captivants, intéressants pour que bah, justement, lors de tes prochains galas, les gens viennent et se disent, bah, ce mec-là fait du bon boulot. Bon, ben, le meilleur exemple pour ça, puis là, je vais l'expliquer comme il faut. Dans le fond,
je suis pas promoteur, genre je suis scripteur, booker, Ouais, mais ouais, souvent, le parce que promoteur peut faire du booking, tout ça, mais moi j'ai eu la chance, quand j'ai été booker, d'avoir des promoteurs qui sont venus me chercher, justement, qui m'ont engagé, puis me dit bon, je te veux toi ouais, comme pour booker. les matchs et tout. Exactement. Puis les places que je suis booker, je suis aussi le graphiste, parce que je suis graphiste aussi. Fait que je m'occupe de tous les posters, les ci, les ça. Fait que ça va bien pour moi parce que je contrôle un peu l'ensemble de mes choses. Fait que, mettons que justement la PCW qui était à Baie-Saint-Paul, que ça, c'était une nouvelle fédération qui ouvrait, que j'étais engagé pour être scripteur. C'était la première fois que je fais ça. Mais quand tu commences sur un nouveau territoire, de la façon que moi je vois ça, que tu ouvres une nouvelle place, souvent, ça dépend c'est où, mais là, c'était une place qui n'avait jamais eu de lutte. Fait que là, c'est encore différent parce que les gens ne sont pas habitués de l'en voir live. Ils en ont vu à la TV, mais ils ne sont pas habitués. Fait que ce qui est important, je pense, au début, c'est pour avoir des bons combats, puis tu veux ramener ton monde, puis tout ça, c'est d'avoir des bons personnages. Il faut que tu aies des bons personnages. C'est la base de tout. Tu as des bons personnages, des bons lutteurs, du monde avec du charisme que les gens vont embarquer. Fait qu'en partant, tu t'assures d'avoir des bons personnages. Puis si c'est une place qui n'a jamais eu de lutte, tu montes tranquillement. Tu ne fais pas des grosses affaires au début. Tu fais des petits matchs. Là, mettons, nous autres, là-bas, on avait commencé, on avait un lutteur local qui était le promoteur, mais qui était le lutteur local. Fait que personne ne connaissait les autres lutteurs. Fait qu'on on a commencé avec un tournoi. Là, on a bâti un méchant qui s'appelait Mad Dog. Mad Dog. C'est classique comme nom, mais en tout cas, le gars s'appelait Mad Dog. Et puis, on l'a monté tranquillement comme un gros méchant, puis il bavait le monde de la place, puis il écœurait les locales tout le temps, puis il était dans le tournoi. Puis il n'y a jamais eu d'interaction avec le héros local jusqu'à temps d'arriver au match de la fin. T'sais. Fait que là, au match de la fin, il y avait une grosse. Parce que là, ça s'affitait, le monde haïssait lui, tout ça. C'était après 2, 3 spectacles, fait que le monde suivait ça. Puis, on n'avait jamais eu non plus, j'avais bien averti tout le monde dans le roster. J'avais dit, on ne ferait pas de coups de chaise, de table, rien, avant la finale du tournoi. Fait qu'après 2, 3 spectacles, les gens n'avaient pas encore vu de coups de chaise live en personne. T'sais. Fait qu'à la finale du tournoi, Mad Dog il a triché avec une chaise, il a donné un coup de chaise dans le dos de l'arbitre, puis tout ça, puis c'est lui qui a gagné la ceinture, c'est le méchant. Fait que, ça a été l'émeute. Les gens sont devenus fous. Là. Les gens étaient fâchés, mais le monde t'a investi dans l'histoire, puis le monde voulait continuer de venir. Fait que ça, combiné avec plein d'autres de petites histoires puis de personnages intéressants, les gens sont attirés à revenir. Fait qu'il faut toujours. Ça dépend toujours du territoire que tu es, d'où ce que tu es. S'il y a déjà eu de la lutte, il faut que tu tiennes toujours compte de ta foule. Parce que c'est différent partout. T'sais, on a justement, mettons, on a la NSP à Québec, justement, qui est. Il y a, à NSP, la lutte, c'est de la lutte. Là, des lutteurs, de la bonne lutte, des bons lutteurs techniques, des bons lutteurs acrobatiques. C'est comme c'est la crème de la crème du Québec. T'sais. ouais, c'est pas pour rien que vous êtes numéro un, quoi. Hein. Et moi, je suis aussi, c'est justement, à NSP, je suis seulement un talent. Je suis juste un manager, tout ça. Puis, je suis aussi à la FCL, on est comme on n'est pas une division de la NSPW, mais on peut employer le terme NSP Mauricie. Donc, on a une ceinture qui est NSP Mauricie, et on est un peu affilié. Il y a certains de nos lutteurs qui luttent à NSP aussi, mais on a un roster différent. Les lutteurs sont différents et la foule est aussi différente. Donc, le produit qu'on offre à Shawinigan est différent d'ailleurs. T'sais. Nous, on offre plus, c'est plus axé sur les histoires, les personnages. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont over the top. T'sais, nous autres, à FCL, on dit qu'on fait de la lutte comme dans le temps. C'est très caricatural, c'est très années 80, Hulk Hogan, c'est un peu cartoonish, mais c'est ce qui marche à Shawinigan. On dit qu'on fait de la lutte comme dans le temps. C'est old school, des histoires. Les matchs sont relativement simples. On a des très bons lutteurs, mais on n'a pas des très gros noms, genre des gros lutteurs qui vont coûter plus cher, qui vont être vraiment bons, vraiment plus techniques, puis tout ça, parce qu'on n'en a pas nécessairement besoin, aussi parce qu'on n'attire pas nécessairement le même nombre de personnes, parce qu'on n'est pas dans le même bassin de population. La ville de Shawinigan, la ville de Québec, c'est pas la même grosseur. Là. Je veux dire, Shawinigan, j'imagine que le bassin de population est peut-être 30, 40 000, tandis qu'à Québec, je pense qu'on est rendu autour de 600 000. C'est quand même plus gros. Là. Fait que c'est les comparatifs. Fait que c'est différent partout. Fait que le travail, il faut vraiment que tu connaisses ton public cible en partie, puis aussi que tu saches c'est quoi tu veux offrir, parce que c'est sûr que tu peux vouloir offrir de quoi de différent ailleurs, mais en général, certaines choses qui marchent à certaines places ne marcheraient peut-être pas à d'autres places, mais peut-être qu'on serait surpris qu'on essaierait des choses ailleurs et ça marchait. T'sais. Mais c'est ça. Fait que c'est différent partout. Fait que c'est de s'adapter, mais
mais d'embarquer le monde puis de connaître ton public, je pense que connaître son public, c'est ce que ça prend le plus, là. Et en plus, c'est aussi très compliqué d'être scripteur. Excuse-moi, c'est moi qui confonds à chaque fois entre promoteur et scripteur. Le scripteur, c'est celui qui écrit les matchs, et le promoteur, c'est complètement différent. Excuse-moi, et c'est bien, tu vois, de me corriger, comme ça au moins les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas comprennent bien un petit peu qu'est-ce que c'est, mais c'est de ma faute, tu vois, je le dis clairement, c'est moi qui mélange un petit peu tout dans ma tête, et c'est bien de restituer les choses. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin bref, c'est pas grave. Tu parlais justement du catch à l'ancienne. Je voulais savoir si chez vous aussi ça se faisait, pas à la NSPW, hein, mais à la FCM, c'est ça. Enfin, j'ai pas bien retenu, je suis désolé. C'est ça, c'est la FCM. Ok. Nous, ici en France, on a une seule structure, hein, qui se dit elle-même. Hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est la structure elle-même qui se dit, ben justement, tu vois, enfin, qu'elle fait du catch à l'ancienne et tout. Donc c'est la Wrestling Star ici en France. Et pareil, donc du coup, eux, ils fonctionnent un petit peu avec, enfin, le catch à l'ancienne. Hein, c'est comme ça. Et en fait, moi, la première fois, et je sais que j'en parle souvent, et en tout cas, j'en suis désolé pour les gens qui m'écoutent, mais encore une fois, tu vois, c'est pas grave. C'est pas une, disons, c'est pas un acharnement, mais c'est pour avoir des avis un petit peu, tu vois, enfin, différents de d'autres personnes. Parce qu'avoir uniquement que des avis français, tu vois, c'est un peu chiant. Parce que bah, tu sais un peu ce que eux ils pensent, mais c'est bien de voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Et en fait, je sais que ici à la WS, donc la Wrestling Star, ils ont un système, tu vois, en fait, avec les arbitres, un système de carton. Je sais pas si tu as déjà entendu ou si tu connais. C'est un peu comme le système au foot, tu vois, par exemple, en général, quand tu mets un avertissement à quelqu'un, bah, tu vois, tu montes, tu dis un avertissement, après tu dis deux avertissements, tu vois, avec tes doigts, alors que là-bas, tu vois, pour montrer que tu as un avertissement, tu vois, tu sors un premier carton jaune qui est bah, susceptible de premier enregistrement, avertissement, je vais y arriver. Ensuite, deuxième carton, deuxième avertissement, et là, à partir du troisième carton, bon, ce qui est très rare, c'est à ce moment-là le carton rouge. Est-ce que toi, qui connaît un petit peu le catch à l'ancienne, est-ce que toi, tu en as déjà entendu parler, ou c'est vraiment la toute première fois que tu entends parler de ce système-là de carton? Oui, donc c'est la première fois que j'entends ça, puis là, ça m'intrigue parce que moi, je suis toujours à l'affût de nouvelles idées puis de nouvelles stipulations pour des combats. Fait que, tu sais, ça pourrait, je vais aller checker ça. Ça peut être intéressant parce que non, c'est le fun, justement, de trouver des nouvelles façons comme, tu sais, mais moi, quand je dis qu'on fait ça comme dans le temps, comme on dit à FCL, c'est un peu plus, je dirais peut-être en 70-80. Fait que, tu sais, c'est un peu plus cartoonish, mais on fait souvent, tu sais, on a des matchs récurrents, les classiques qu'on fait un peu partout. Mais nous autres, ça fait 2-3 saisons qu'on fait on a tendance à faire tout en français aussi. Tu sais, souvent, c'est à la mode de nommer les choses à l'anglaise ici en Amérique, là. Mais nous, à FCL, on se fait un plaisir de traduire les choses et les nommer en français. Donc, à chaque année, là, cette année, on le fera peut-être pas parce que ça fait 2 ans qu'on fait, mais on fait la série du survivant, comme le Survivor Series. Fait qu'on appelle ça le match, la série du survivant. Donc, des fois, c'est un 4 contre 4 ou un 5 contre 5 élimination. On a un combat royal sur le boulevard Royal, parce qu'on est sur le boulevard Royal à Shawinigan, qui est le Royal Rumble, qu'on fait aussi une fois par année. Fait que, tu sais, nos thèmes qu'on essaie de prendre sont quand même assez old school, là, tu sais, justement, des stipulations, des trucs comme ça, on essaie de faire ça un peu old school. Fait que là, ton truc de carton, cette année, j'ai une coupe aussi à Shawinigan, on a une coupe, la Coupe des Arts, ce qu'on appelle. C'était la Coupe Régent des Auniers, dans le fond, qui est le fondateur de la FCL. Fait que ça se gagnait dans un tournoi. C'était un gars qui gagnait ça, c'était un tournoi de singles. Moi, je l'ai changé maintenant, c'est rendu une coupe pour les trios. Donc, il y a des matchs de trio, fait que les gagnants remportent la coupe. Fait que là, je trouve ça intéressant. Cette année, j'ai un nouveau tournoi pour les trios. Fait que je trouve ça intéressant, ton idée de carton. Je vais aller regarder ça parce que ça pourrait peut-être servir des fois des matchs avec des points, des matchs plus techniques, avec plus de lutte. T'sais, des fois, ça peut servir dans une histoire que c'est lutteur plus technique, tout ça. Fait que ça peut être intéressant là, qu'ils finissent dans des matchs égaux ou qui. Ouais, c'est une très bonne idée. Je vais regarder ça. Non, mais il y a pas de souci, mais au moins, tu vois,
comme je dis, c'est bien d'avoir un avis, tu vois, enfin, complètement différent. Et tu vois, c'est intéressant. Je pense qu'on est d'accord par rapport à ça. Et pareil, je voulais savoir un petit peu, en général, bon, après, tu me réponds vraiment de ce que tu sais, mais pareil, on prend encore cet exemple-là que, par exemple, enfin, tu vois, enfin, j'ouvre un show demain. Bien sûr, hein, faut que les personnes qui ouvrent un show, tu vois, tu peux être promoteur et ne pas avoir de connaissances. Par contre, il faut que les personnes qui t'entraînent ont énormément d'expérience, sinon ça sert à rien d'aller, tu vois, d'aller à cet endroit-là. Mais par exemple, moi, je suis toujours étonné du design des ceintures. Tu vois, du design des ceintures qui sont des ceintures complètement différentes. Est-ce qu'il existe une usine ou je sais pas, un truc complètement à la con, hein, je sais pas. Moi, je te dis, je pose les questions et si je peux me coucher moins con ce soir, ça m'arrangerait. Mais je vais dire, est-ce qu'il existe une usine pour justement, tu vois, enfin pour les ceintures? Est-ce que justement on fait appel à des gens comme toi, graphistes, pour dessiner un petit peu, tu vois, enfin sur un croquis pour savoir un peu le style de ceinture aussi qu'il est, parce que faut pas non plus que, tu vois, enfin toutes les ceintures se ressemblent. Sinon, tu vois, c'est pas drôle. Il faut avoir sa ceinture et tout. Est-ce que c'est compliqué justement, enfin, tu vois, d'avoir sa propre ceinture, et d'où viennent les ceintures? Est-ce qu'il y a des usines spécialisées? Enfin bref, comment ça fonctionne tout ça? C'est très intéressant que tu me demandes ça à moi parce que justement, comme tantôt je disais, je fais des costumes de lutte avec ma femme. On a une compagnie qui s'appelle Custom Couture. Tu peux aller voir sur Facebook. Parce que justement, j'ai un album sur Custom Couture qui est un album de ceinture. Parce que moi, je ne fais pas de ceinture moi-même, les ceintures, mais je fais des designs de ceinture depuis longtemps aussi. Depuis aussi longtemps que je fais de la lutte, justement, je fais des designs de ceinture aussi. Puis on a des gars qui font des ceintures. On a des gars qui font des ceintures. C'est pas vraiment comme d'usine. C'est très artisanal faire une ceinture. C'est des gens qui font du métal puis tout ça. Là, il faut que tu travailles le cuir. Fait que c'est des gens un peu spécialisés, un peu comme moi qui fais les costumes de lutte, qui se spécialisent là-dedans. La ceinture de la NSPW, de la FCL, toutes les ceintures de la NSPW, c'est moi qui les ai designées. Ceux-là de la FCL, quelques autres fédérations au Québec aussi. On en a fait faire, on avait un gars en Australie, tu vois. On en a fait faire en Australie. On en a déjà fait faire en Ontario. On avait un gars au Canada ici qui en faisait. Là, je pense qu'il n'en fait plus. C'est quand même dur, puis ça coûte cher. Puis le Oui. meilleur ceinture, il y a Dave Millican qui s'appelle Wildcat Belts aux États-Unis. C'est un artisan, c'est le monsieur qui fait ça lui-même. C'est lui qui fait les ceintures de la WWE, de la TNA. Ils sont pas beaucoup là, à faire ces ceintures-là. Là. Puis, je veux dire, ça coûte cher. Là. Une vraie bonne ceinture, une vraie belle ceinture coûte pas en bas de Oui. 750 $ canadiens comme il faut. Là. Une vraie ceinture, c'est quand même. Fait que c'est dur de trouver un bon artisan parce que récemment, justement, pour certains clients, on a fait faire des ceintures. Et puis cette fois-ci, on les a fait faire au Pakistan. Oui, Parce que d'accord. ça coûtait moins cher, puis tout ça. Puis finalement, ben, quand on a reçu les ceintures, ça coûtait pas juste moins cher, ça valait moins cher. C'était pas bien fait. Le design n'était pas nécessairement respecté. C'était comme pas peinturé aux bonnes couleurs. C'est la perspective, parce que t'as des choses qui sont embossées. Des fois, c'était pas les bonnes choses qui étaient embossées. Fait que c'est sûr que si tu fais faire une ceinture en Chine ou dans une place cheap, ça va être cheap. Fait que des ceintures, une vraie ceinture legit, ça coûte cher, c'est certain. Mais sinon, c'est sûr qu'on peut faire imprimer une plaque de métal, puis trouver un cordonnier, puis mettre ça sur une affaire de cuir. Mais des vraies ceintures, c'est quand même dur de trouver un bon gars pour faire des ceintures. Comme je te dis, moi sur les doigts de la main, j'en connais deux, trois comme ça. Là. Puis à toutes les fois qu'on en fait faire, si notre artisan n'est pas disponible ou on essaie d'en trouver un autre, c'est très dur. Puis justement, c'est long aussi. Si on veut faire une ceinture, ça peut prendre jusqu'à 3 mois des fois. Là. Comment tu peux expliquer, toi, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà regardé la Lucha Underground. À un moment donné, je crois que ça va être dans la saison numéro 1, si je dis pas de conneries, il y a Brian Cage qui devient justement champion du côté de la Lucha Underground. Et à un moment donné, je crois que ça va être à la fin de la saison, ça, si je dis pas de conneries, désolé aux gens si je spoil ce qui se passe, mais à un moment donné, on voit qu'il arrache la ceinture. Comment c'est possible qu'on puisse arracher une ceinture comme ça? C'est quoi? C'est une ceinture en carton. Il y a vraiment des ceintures où c'est vraiment du terme de la merde, quoi, qui sont de mauvaise qualité, que tu fais juste ça et c'est arraché.
Ouais, ben probablement que la ceinture, on peut dire, on dit, nous autres, on dit qu'elle a été gimmickée. Hein, la ceinture, probablement que c'était une ceinture qui était faite pour ça ou qu'elle avait été affaiblie ou tout ça, parce que j'ai pas vu comment elle l'a déchirée, mais souvent, la plaque peut s'enlever facilement quand même d'après le cuir. Là. Je veux dire, même une ceinture de qualité, la plaque de métal tient avec des snaps après le cuir. Fait que, si on tire un peu, c'est sûr qu'on pourrait l'arracher et la défaire. Là. Je veux dire, c'est pas infaillible. Ok. Je voudrais aussi m'orienter, si tu veux bien. Je crois qu'on va pas parler un peu de tout, hein, si ça te dérange pas. Tu parlais des tenues, c'est les choses qui sont aussi très importantes et tout. En général, comment on fait pour trouver sa propre tenue, son propre style? Parce que tu vois, il y en a qui sont, tu vois, enfin, qui sont des tenues différentes. Il y en a qui catchent en pantalon, il y en a qui catchent en pantacourt, un peu comme John Cena. Il y en a qui catchent en slip, en caleçon. Bref. Comment on fait pour trouver son propre style et justement, toi, t'expliquais que bah, ta femme, justement, elle le faisait, mais les gens qui ne passent pas par vous, en général, pareil, est-ce qu'il existe des magasins spécialisés, que ce soit au Québec, que ce soit également aussi à l'étranger, pour justement pouvoir acheter sa tenue de catcheur? Parce que moi, je m'intéresse aussi, et je pense que, bah, je pense que tu te rends compte également aussi avec mes questions, je m'adresse un peu, tu vois, à tout le monde, aux gens, justement, tu vois, enfin, qui veulent se lancer dans le catch et qui se dit, bah voilà, moi, j'ai hormis un survêtement et tout, j'ai pas d'affaires, en fait, tu vois, enfin, de catcheur ou quoi que ce soit. Comment une personne qui, justement, veut se lancer dans le catch, qui veut, justement, pouvoir se financer sa propre tenue, où il doit passer. Bon, chez toi, c'est une certitude parce que voilà, on est également assis là pour te faire de la pub, mais imaginons, tu vois, qu'on ne connaîtrait pas. Comment on fait? Est-ce qu'il existe des sites spécialisés? Bref, comment tout ça fonctionne? Souvent, les lutteurs, quand ils commencent, des fois, c'est sûr que ça prend du temps de connaître ton personnage, de savoir qui t'es, puis tout ça. Mais c'est sûr que le costume, l'allure, tout, ça fait partie intégrante de ce que t'es. Fait que ça reste qu'à la base, il y a des gens qui ont déjà leurs propres idées, qui savent beaucoup ce qui s'en va. Fait que, tu sais, ils ont quand même des idées. Il y a des gens qui font appel justement à des professionnels comme moi ou comme il y en a plein d'autres qui font des costumes. Ils disent, ben, regarde, moi, mon personnage, c'est ça, ça, qu'est-ce que tu verrais? Fait que je peux suggérer des idées, mais de la façon que ça fonctionne souvent, moi, les gens, ils m'arrivent, en tout cas, moi, de la façon que moi, je fonctionne, les gens m'arrivent avec leurs idées. Ils disent, ben, moi, j'aimerais ça, non, 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 tu sais. Je pense que, comme tu disais, il y en a qui sont en court, en long, puis tout ça, mais il y a beaucoup du choix de vêtements qui va avec comment la personne se perçoit et comment elle est à l'aise dans son corps. Parce qu'il y a des gars qui ne veulent pas lutter en bobette, qui ne veulent pas se mettre en bedaine, qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec leur shape, leur forme physique, qui disent, ah, j'ai une bedaine, ou je suis pas assez musclé, ou ci, ou ça. Mais tu sais, ça reste que c'est ça. Ça va avec la confiance que tu as en ton corps, comment tu te perçois aussi. Fait qu'il y a ça qui joue dans la balance aussi. Fait qu'en tout cas, mettons qu'un gars, il arrive et me dit, moi, je voudrais un tight long, un collant long. Mon nom, c'est un tel. Tu sais, comme, mettons, je vais prendre l'exemple de Sean Martel que tu vas avoir en entrevue prochainement. Mettons Sean Martel, qui était un de mes clients. Il m'a dit, ben moi, j'aimerais ça. J'aime Bret Hart, j'aime Shawn Michaels. J'aimerais ça comme qu'il mélange un peu le design des deux. Donc, j'ai fait un design pour Shawn. J'ai fait un logo à la base. Le logo, c'est une tête de mort, à moitié une tête de mort et un cœur. C'est qui mélange le style de Shawn Michaels avec des ailes. Vous pourrez aller voir. En tout cas, ça ressemble à Shawn Michaels et Bret Hart avec des lignes comme Bret Hart sur le côté. En tout cas, on a mélangé un peu les deux. Il voulait des culottes longues, une ceinture. Fait que j'ai designé ça. Fait qu'il y a déjà un peu une idée de son personnage. Fait qu'il y a des gens qui savent un peu ce qu'ils veulent. Sinon, il y a des gens comme un autre exemple, il y a un lutteur ici qui est bien populaire, Michel Plante. Moi, je fais ses costumes depuis longtemps. Michel, c'est Je toujours. l'ai eu récemment. Ah, c'est ça, c'est tout le temps le même costume, Michel. Il y a juste une bretelle, tout ça. C'est son identité parce qu'il n'y a personne d'autre que ça. C'est un singlet avec une bretelle qui descend assez plongeant, avec des designs old school. Fait que c'est vraiment, ça va être l'identité que tu veux. Fait qu'il y a des gens aussi, il y a des lutteurs. Il y en a qui ont les moyens aussi, parce que ça ne peut pas donné, ça faire un costume sur mesure, personnalité. Il faut que tu payes le design, il faut que tu payes le costume. Puis, tu sais, je vais être honnête, souvent, j'ai une réputation, le monde dit, ah, c'est cher, puis tout ça, mais sais, c'est cher, des fois, les gens ne s'informent pas du prix, fait qu'ils pensent que c'est cher. Mais ça reste que souvent, je réponds aux gens, est-ce que vous travaillez au salaire minimum? Moi, je ne travaille pas au salaire minimum. Je suis un artisan, je suis spécialisé, c'est comme ça. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde, quand il commence dans le domaine, qui a les moyens non plus ou qui veut investir. Fait qu'il y en a qui peuvent acheter des trucs, il y a des trucs comme, il y a des sites, là, Ilucha, il y a des sites, il y en a beaucoup, là, je veux dire,
que tu peux acheter des costumes de lutte déjà tout faits sur eBay, sur Internet. Il y en a quand même, il y a beaucoup d'options que tu peux acheter des choses tout faites que ça peut faire pour commencer jusqu'à temps que tu trouves une identité. Mais ça reste que ton identité, ton costume, c'est vraiment important parce que je trouve que ça fait. La lutte fait partie, c'est un spectacle, puis c'est ça. Le costume établit quand même bien qui t'es. Autant si c'est un costume simple, comme tu sais, mettons un Stone Cold qui avait une bobette noire, qui était no nonsense, il arrive, il te sac une volée, il sac son camp, tu sais, c'est comme, il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça fit avec son personnage. Fait que c'est pas nécessairement de quoi de flamboyant, mais c'est de bien avoir une bonne perception de ce qui convient à toi et à ton personnage, puis aussi dans ce que tu es à l'aise de porter, parce que, tu sais, qu'on soit une femme ou un homme, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec son corps, de montrer son corps devant tout le monde. Tu sais, moi, je veux dire, je ne suis pas en forme, puis moi, j'ai aucun... pas d'amour propre, comment on dit ça? Ben, un peu d'amour là-dessus, tu sais, moi, j'ai pas moi, je me fâche, mon personnage se fâche, j'enlève sa chemise, je peux me ramasser en bobette, mettons, puis tu sais, je m'en fous d'être en bedaine, d'avoir le ventre qui pend, puis que j'ai du poil dans le dos, moi, ça me dérange pas, je m'en sac, là. Comme on dit au Québec, je m'en calisse, tu sais. Mais il y a des gens qui sont pas à l'aise nécessairement avec leur image, fait que, tu sais, ça va aussi avec ça. Fait que c'est vraiment personnel à tout le monde, mais c'est très, très, très important. Mais quand on parle, parce que tu vois, en général, tu vois, on parle de tenue, on parle en général, bon, tu vois, enfin, souvent ça peut être soit le masque, soit le haut, soit le bas, bref. Est-ce que vous faites aussi, toi, par exemple, avec la société que tu as avec ta femme, est-ce que par exemple, genre ta femme, elle fait également aussi les chaussures? Parce que ça c'est quelque chose d'important. Moi qui fais du grand pied, par exemple, tu vois, moi, je mets du 45, 46 ou 47, ça dépend la chaussure, hein, tu vois, il y a toujours des chaussures différentes. Est-ce que vous aussi, vous faites des chaussures? Non, c'est ça, ça tombe dans la cordonnerie. Nous, on fait Ok. des kickpads, là, des jambières. Pour la petite histoire, justement, qu'on parlait de personnages, je pense que ça peut être intéressant. Kevin Owens, qui s'appelait Kevin Steen avant, qui est son propre nom, il luttait avec nous à Québec à la NSPW. Là. Moi, je l'ai déjà arbitré, tout ça, on se connaissait. Puis, j'ai déjà fait des singlets, des costumes pour Kevin Steen. Juste avant qu'il s'en aille à la WWE. Il venait de signer avec la WWE, il s'en allait à NXT. Il m'avait contacté et il disait écoute, Claude, j'aimerais ça avoir des vrais singlets, des costumes, parce que je m'en vais à la WWE, puis j'aimerais ça avoir l'air professionnel, d'avoir l'air d'un vrai lutteur. Quand j'ai fait 2 singlets, des grenouillères, tu sais, qui est à NXT. Puis quand il est arrivé à NXT, ils ont dit, il est arrivé avec ses singlets, tout ça, puis ils ont fait voyons, comment ça, tu es habillé de même? Ben, tu sais, j'ai des costumes, je me suis fait faire des costumes, tu sais, il dit, non, mais tu sais, nous, on t'a engagé pour ton personnage, pour ce que tu es, puis tu représentes. Le monde te connaisse, un gars avec un t-shirt puis des shorts. On va te garder comme ça, nous, on va te garder dans ton personnage. Fait que dans le fond, on a fait des singlets à Kevin Steen, justement, qu'il n'a jamais porté parce que, justement, il n'en avait pas besoin. Fait que c'est un des meilleurs exemples de, tu sais, ton personnage, c'est ton personnage. Fait que des fois, un vrai costume, c'est pas nécessairement la même meilleure affaire qui fit pour toi. Tu sais, il y a des gars qui luttent en salopette, là, tu sais, ça va avec leur personnage. Fait que c'est de connaître qui tu es. Puis justement, Kevin Owens, ben lui, s'en allait dans, tu sais, Kevin Owens s'en allait dans la grosse ligue, donc il s'est dit, ben, tu sais, ils vont vouloir que j'ai l'air d'un lutteur, puis tout ça, tu sais, veut pas, tu sais, c'était un gros gars, puis tout ça, ben, justement, tu sais, qu'il a travaillé fort là-dessus, lui, ça a été un de ses gros points, que tout le monde disait, ben, Kevin Owens, il est trop gros, il se rendra, Kevin Steen est trop gros, il se rendra jamais trop loin, parce qu'il est gros, il est pas en forme, tout ça, puis il a prouvé le contraire à tout le monde, puis il s'est rendu là, donc il pensait avoir besoin d'un costume pour avoir l'air comme plus legit, puis finalement, ils l'ont pris comme il était, parce que c'est ce qu'il voulait. Donc, le costume est partie intégrante de ce que tu es, puis il faut que tu trouves ce qui fit avec ton identité puis qui est toi. Fait que ça va te coller à la peau, puis après, ben, Mais c'est quand même une fierté. Alors, même s'il n'a pas porté, mais qu'il t'a quand même fait une demande, c'est que ça va être une putain de fierté pour toi de te dire qu'un mec comme Kevin Owens, qui aujourd'hui est à la WWE, a pensé à son ami Claude en lui disant, bah tiens, Claude, est-ce que tu peux, même si, admettons, tu vois, ok, il les a pas portés. Ça, on s'en fout, tu vois, il les a pas portés et tout. Mais toi, tu vois, ça t'a quand même fait plaisir au fond de toi, avec aujourd'hui le parcours qu'il a, de te dire, bah voilà, un jour, Kevin Owens m'a contacté en lui disant, bah voilà, je vais aller à la WWE, est-ce que tu peux me conseiller, est-ce que tu peux me dessiner ou est-ce que tu peux me montrer un peu ce que tu as au niveau des tenues? C'est quand même une putain de fierté pour toi, quand même, non?
Ben, je te dirais que oui, mais non, parce que moi, c'est mon travail de faire des costumes, parce qu'en vrai, avec ma femme, on fait ça beaucoup, puis ça paye les comptes. Je veux dire, c'est une des parties c'est un de mes travails dans la vie. Fait que puis moi, que mon client, tu sais, oui, c'est le fun, je le vois à la télé, peut-être c'est un gros stage. Je dis pas que j'aimerais pas avoir un costume à WrestleMania ou quelque chose comme ça, mais ça reste que moi, le prix que je fais à toi ou que je te vendais un costume ou je vends un costume, mes prix, c'est mes prix. C'est pas plus payant pour moi. Ça m'amène pas nécessairement plus de travail parce que ça reste qu'on est juste deux personnes, moi puis ma femme, on travaille ensemble à faire ça. Fait que c'est une petite entreprise. Fait que, tu sais, oui, il y a une certaine fierté, mais c'est pas un but, c'est pas quelque chose que je recherche. Tu sais, c'est pas quelque chose on est fier quand même, c'est Oui, sûr. bien sûr. Je veux dire, regarde, je sais pas, enfin, je vais dire une connerie, par exemple. Imagine, enfin, je sais pas, je te dis une connerie. Imagine, vous travaillez avec une matière particulière, qu'il y a que vous, par exemple, qui faites cette matière-là. Tu vois un catcheur, je suis désolé, mais moi, je me mets à ta place, Claude, excuse-moi, mais moi, je me mets à ta place. Une personne qui est, enfin, tu vois, enfin, qui fait partie de la WWE, on va prendre, par exemple, je sais pas, enfin, je vais dire une connerie, on va dire genre John Cena. Tu sais que John Cena t'a fait une commande, que le mec le met quand même à sa dernière, enfin, pour son dernier match, et que ça soit en plus à WrestleMania. Je suis désolé, Claude, mais tu dois avoir quand même une putain de fierté en toi. Tu peux te dire, le mec, certes, ok, on va dire oui, mais c'est du tissu et tout. Oui, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, déjà, tu as déjà eu le contact, t'as l'endroit qui est quand même un endroit mythique, WrestleMania, je suis désolé. Et puis, c'est pas n'importe, non plus, c'est pas n'importe, tu vois, c'est pour le dernier match d'une légende comme John Cena. Donc, quand même, je pense qu'il doit quand même y avoir une fierté en toi. Ben, c'est sûr que, oui, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr qu'il y a une certaine fierté. Je veux dire, comme, je peux le dire, comme justement un autre, on a fait, il y a quelques années, peut-être 2 ans, on a fait un costume où, c'était un peu avant la pandémie, on a fait un costume pour Nikki Cross à WWE. Elle nous a contactés. Mais Nikki Cross, c'était une Nicolas Glenn Cross qui luttait en France, qui luttait en Europe avant, parce qu'elle était sur le circuit européen avant de s'en venir à WWE. On y avait déjà fait 2 costumes alors qu'elle était dans les indépendants. Alors, elle nous a contacté une fois, une monnaie de WWE. Puis finalement, nous, on a quand même un délai de production. Fait que le temps qu'on lui a livré le costume, son histoire a changé, son personnage a changé, donc elle l'a porté juste sur des house shows. J'ai des photos de ça. Tu sais. Je suis quand même fier, mais mes costumes ont été dans le ring de la WWE. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, comment je pourrais l'amener, c'est que la chose qui m'intéresse peut-être moins à faire ça, des costumes, mettons, pour quelqu'un, des gens qui sont bien en vue, puis tout ça, c'est le côté du stress. Parce que quand on parle du stress du ring, OK, d'un spectacle, tout ça, mais de faire un costume pour une date spécifique, euh, pour telle personne, pour un gros événement qu'il faut qu'il soit livré à temps, ça, pour moi, dans la vie, c'est un stress. Puis souvent, euh, les gens qui sont les gros spectacles puis tout ça, ben c'est souvent de dernière minute. Ça prend ça rapidement. C'est souvent une course. Faut que l'expédition pour l'envoyer à temps puis tout ça. C'est un stress que j'ai pas besoin, mettons, dans la vie. Tu sais, je veux dire, je voudrais pas travailler pour la WWE dans ce sens-là. Tu sais, j'aurais des clients qui me feraient faire des costumes puis qui seraient pas stressés, ça serait pas super, mais ça m'intéresserait pas j'aime pas travailler sous pression, d'être pressé, d'être stressé. Fait que c'est des trucs, justement, comme, tu sais, Nikki Cross, À la cool, quoi. À la cool. si on l'avait fait plus vite, elle l'aurait peut-être pas eu à TV, mais c'est Oui. notre capacité de production. Fait que, tu sais, je veux pas vivre avec ce genre de stress-là. Fait que c'est ce côté-là qui m'intéresse moins dans ce sens-là, tu comprends? J'aime bien, mais quand même, tu sais, je fais mes choses, j'ai quand même l'air d'avoir une vie occupée, mais j'ai quand même une petite vie tranquille. Je travaille à mon compte, quand je veux, à mes heures, tout ça, tu sais, je suis graphiste à mon compte, graphiste au public, là, plein d'autres clients aussi en dehors de la lutte. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de me donner du stress. J'ai mes enfants aussi, tu sais, la vie de tous les jours. Fait que je considère que j'ai pas besoin d'avoir un stress comme ça, de justement, parce que, fait que on n'a jamais non plus vraiment poussé pour ça, justement, parce que c'est pas de quoi qu'on voulait. Parce qu'on a des contacts, on connaît des gens, puis oui, des fois, on pourrait travailler, faire des rushs, puis tout ça, puis, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse de me stresser comme ça. J'aime bien prendre la vie smooth un peu, puis relax.
Et une question à la con, hein, je suis désolé, bon, je pense pas qu'il y ait une question à la con, je pense que toutes les questions sont permises d'être dites, mais quand c'est une personne comme ça, comme Nikki Cross, tu parlais tout à l'heure, qui te fait une commande, c'est elle personnellement qui te contacte ou c'est plutôt genre son agent ou autre? Comment ça se passe quand c'est des gros noms comme ça, de grosses structures? C'est la seule fois, je te dirais, qu'on a fait affaire avec quelqu'un qui était directement rendu là, parce que toutes les fois, c'est comme des gens qui s'en allaient là ou qui avaient des contacts là, parce que je te dirais, regarde, on a eu Alex Silva dans le temps qui avait été signé un contrat à TNA, que c'était pas prévu, en tout cas, peu importe. Il a lutté à TNA, il y avait nos costumes. Il luttait à TNA. J'ai eu des gars qui étaient à Ring of Honor qui avaient nos costumes. T'sais. Mes costumes ont été dans quand même plein de rings de lutte sans être fait que, tu sais, fait que Nikki Cross, ben, c'est ça. Elle nous avait contacté elle-même parce qu'elle nous connaissait déjà, parce qu'on avait déjà, justement. Mais avant de faire son design, il a fallu qu'elle fasse approuver son design, justement, par la WWF ou un agent qui s'occupait de ces choses. Ben, elle avait fait changer quelques trucs, justement. Je m'en souviens on avait interagi un peu, justement, avec. Mais moi, j'ai jamais parlé directement à son agent. C'est elle me disait, ils m'ont dit telle chose. Fait que, mais c'est ça, c'est à la WWE, à toutes les compagnies de lutte, je pense, ils ont des couturières sur place, mais en général, les lutteurs étant des contracteurs indépendants, c'est eux qui s'occupent de leurs costumes, c'est eux qui les font faire, qui contactent les gens. Fait que, tu sais, ils ont tout du monde qui les font quand même, mais ils ont quand même du monde à l'interne. Ils ont des gens de WWE qui en fait, mais tu peux faire des costumes par qui tu veux, mais il faut quand même que ça fitte ton personnage, j'imagine. Comme je te dis, je ne connais pas à 100% le processus parce que justement, Oui, non, bien sûr. Mais c'est comme je dis à chaque fois, honnêtement, tu vois, en fait, ce qui est bien, et tu vois, honnêtement, voilà pourquoi je fais des interviews. Tu vois, de base, moi, je fais des interviews, tu vois, comme j'ai toujours dit, pour mettre les gens en avant, tu vois. Et parfois, on me reproche, renseigne-toi un peu sur cette personne. Je suis désolé, tu vois, encore une fois, c'est ce que je dis. Moi, des fois, j'ai pas envie de me renseigner sur la personne parce que j'ai envie d'être surpris. Honnêtement, on va être honnête. Regarde, tu vois, je me serais trop renseigné sur toi. J'aurais dit, bah, regarde, hop, tu fais des costumes et tout. Tu vois, ça, honnêtement, franchement, j'aurais pas été surpris. Moi, j'ai envie d'être surpris. J'ai envie de vivre les choses telles que les gens vont vivre. C'est comme, je sais pas si tu as vu, j'ai eu Pee-Wee également. Moi, honnêtement, franchement, je me suis même pas renseigné sur Pee-Wee. Je savais même pas qu'il avait affronté Kevin Owens. Je savais même pas qu'il avait affronté Sami Zayn. Bref, tu vois, des trucs comme ça. Moi, j'ai envie d'être surpris, en fait, en même temps que les gens, ils de découvrir, tu vois, parce que sinon, si tu sais tout, tu vois, c'est pas drôle. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Je pense que tu vois un petit peu et je pense que tu dois être d'accord avec moi. Et je voulais juste, et après, on va pas non plus trop s'éterniser là-dessus, on va parler hein, donc de ton côté manager. Je voulais savoir, au niveau d'une tenue, comment vous, personnellement, peut-être avec votre société, vous vous êtes fait connaître? C'est quoi? C'est un peu comme tout le monde dit avec les réseaux sociaux. Comment on se fait connaître du grand public comme ça, comme bah, on disait tout à l'heure, Kevin Owens, Nikki Cross et tant d'autres? Comment on se fait connaître exactement? Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux ou c'est vraiment le bouche à oreille? C'est les deux, dans le fond. Ça commence avec les réseaux sociaux parce que ça a commencé localement. On a fait des lutteurs locales. On s'est mis sur les réseaux sociaux. Le monde voyait ce qu'on faisait. Ça prend juste un gars, mettons, en Ontario qui décide ah, une nouvelle compagnie, je vais les essayer. Lui, il commande. Il est content du résultat. Il montre ça à tous ses amis dans le locker room et à toutes les places qui luttent. Fait qu'il y en a peut-être deux, trois là-dedans qui vont faire ah, je vais les essayer. Fait que les autres nous contactent. Puis on fait un costume. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est fait aussi. Tu sais, comme en Europe. On a eu des Un clients effet de boule de neige, quoi. Un ouais, effet de boule de neige. OK. en Europe, justement, Nikki Cross, on lui a fait un costume parce il y avait une autre fille aux Pays-Bas qui avait commandé de quoi, puis elle l'avait vu sur un spectacle, fait elle dit, ah, je vais essayer, elle avait bien aimé son costume, fait que c'est tout le temps, c'est beaucoup, beaucoup de bouche à oreille, pareil, puis fait que puis les réseaux sociaux, fait que c'est vraiment comme ça, puis Kevin, ben, c'est ça, c'est parce que Kevin, il travaillait avec nous autres à Québec, là, nous, dans le temps, il était régulier à NSPW, fait que, tu sais, justement, il se battait contre Pee-Wee régulièrement, puis justement, pour la petite histoire, petite parenthèse, Pee-Wee, c'est contre lui que je suis devenu manager. C'est là que j'ai quitté arbitre parce que Pee-Wee me donnait. Il y avait des accidents, puis là, Pee-Wee m'avait donné une coupe de coups de pied d'en face, des super kicks. Fait que là, je m'étais fâché, puis j'avais refusé de compter, puis je m'étais viré contre lui. Fait que c'est comme ça que je suis devenu manager. Fait que bref, pour la petite histoire, ben, c'est une petite parenthèse comme ça. Là. Fait que, ouais. Et justement, alors,
c'est un peu l'image que je pense tout le monde a. Est-ce que tu es d'accord qu'on dit attention, ne m'engueule pas, je veux pas dire non mais c'est vrai parce que tu vois en général, en fait un manager pour moi quand tu vois un manager en général, bah, tu vois, ça sert pas à grand-chose. Est-ce que tu dirais qu'un manager, c'est un rôle important? Ça sert à quelque chose ou pas du tout? Parce que c'est vrai que, là, mettons, tu vois, enfin, tu me dis, ouais, mais moi, je suis manager de catch. Tu vois, moi, le manager de catch, bah, c'est que le mec qui est là pour accompagner, entre guillemets, un catcheur. Il reste au bord du ring et puis, tu vois, enfin, il fait quasiment rien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que justement, dans ce rôle-là que toi, tu apportes, qu'est-ce qui est important, justement, dans ce rôle de manager? Ben, là, ce que tu viens de dire, c'est bien bon parce qu'il y a beaucoup. Parce que des fois, c'est un peu une image qu'on a, parce qu'il y a quand Oui, même. justement, c'est pour la changer, tu vois, cette image. C'est pour ça que je te pose la question. Il faut changer cette image-là. Ben, dans le fond, là, ce que je te dirais, là, c'est que des managers qui sont. Nous autres, dans le milieu, on appelle ça un cinquième poteau. OK? Tu sais, un manager qui est là puis qui sert juste comme. Tu sais, c'est un. Souvent, dans la lutte, à un certain moment aussi, il y avait des femmes qui accompagnaient les lutteurs, puis on disait que c'était des valets. Tu sais, les filles, ils servaient à rien. Ils étaient juste du high candy au bras du gars. Ils l'amenaient au ring. Elle était belle, elle paraissait bien, mais ça servait à rien. Fait qu'il y a des managers qui sont un peu comme ça. On le voit surtout dans le circuit indie, là, parce que quand même, dans les télévisions puis dans les vrais shows, les managers sont quand même bien impliqués dans les histoires, généralement, un bon manager. Fait que ça reste le rôle d'un manager. C'est de Premièrement, c'est de bien faire paraître son lutteur. C'est de le mettre plus gros que nature, de le mettre meilleur qu'il est, de parler pour lui quand il n'est pas capable de parler. Parce que principalement, c'est une des parties des jobs de manager, c'est de faire des promos, de parler dans le micro, de répondre pour des lutteurs qui sont peut-être moins à l'aise ou qui ont des personnages qui fitent mieux avec quelqu'un qui a un mouthpiece, quelqu'un qui parle pour eux. Fait qu'une des parties du personnage, c'est ça. Fait que c'est sûr que il y a des managers qui prennent beaucoup de place, tu as des managers qui prennent moins de place, mais le rôle d'un manager est quand même de faire bien paraître ces gars. Puis là, ça c'est en général, en promo. Sinon, au ring, quand on est au ring, le rôle du manager, c'est de distraire l'arbitre quand c'est le temps. Surtout un manager, c'est parce que là, moi, je vais te parler d'un manager méchant. Parce que je pourrais te dire, justement, un manager gentil, un manager face, ça sert pas à grand-chose. Comme tu disais tout à l'heure, la description que tu me donnais était un peu comme un manager face. Un manager gentil, ça l'amène pas grand-chose au show. C'est comme, tu sais, ça peut être funny, des fois, ça peut être pas un personnage pour les enfants ou un truc comme ça, mais, tu sais, ou un comedic relief, mais en général, un manager qui sert à quelque chose, est un manager méchant, qui fait gagner ses lutteurs, qui fait, tu sais, on triche, on distrait l'arbitre, on distrait la foule aussi. Des fois, quand les moments, ça, c'est une autre partie qui est très importante. Tu sais, c'est des moments de faire réagir la foule aussi, d'aider aux réactions de la foule. Si je me rends compte des fois que, tu sais, la foule réagit pas trop, c'est comme plus tranquille, ben, j'essaie de les provoquer quand il y a eu un move, ben, de mettre l'emphase sur ce qui vient de se passer dans le ring, de faire l'emphase. Il faut réagir au bien moment aussi pour bien montrer le moment que je veux que les gens voient. Il ne faut pas que je distrais le monde pendant qu'il se passe de quoi dans le ring. Là. Je veux dire, le match est plus important que moi. Moi, il faut que je joue mon rôle quand c'est le temps aussi. Il y a une question de timing puis tout ça. Fait que, il y a une grosse partie de ma job qui est aussi de diriger la foule. Je suis un peu comme un animateur de foule d'une certaine façon. Tu sais, d'aider. Tu sais, quand que je veux que, tu sais, mettons, si le gentil, là, le monde ne réagisse pas beaucoup, fait que je peux cliquer, mettons Michel, ben souvent je vais regarder la foule, je fais tu sais, il mange une volée, puis le monde ne réagisse pas trop, fait que je peux aller voir, puis je fais Michel. Fait que les gens se mettent à crier et à applaudir pour vrai le nom de Michel. Fait que moi, je fais comme si je riais d'eux autres. Fait que, tu sais, il y a un bon manager va savoir diriger la foule puis aider à raconter l'histoire. Tu sais, parce que souvent, je peux être impliqué dans les finishes aussi, puis tout ça, mais pas toujours. Faut pas toujours que ça soit le cas. Mais c'est ça. Un bon manager va servir à raconter l'histoire et à diriger la foule. Je pense que c'est une bonne partie du travail, c'est ça. Tu as toujours un seul client ou tu en as des différents ou tu veux travailler uniquement qu'avec une seule personne? Par exemple, là, mettons, je te dis Claude, c'est qui, entre guillemets, là, ton client? Je sais pas, vous appelez ça un client quand même en tant que manager ou ouais? C'est Oh. qui, genre, par exemple, là, ton client Ben là, ou tes présentement, clients? à la NSPW, j'ai comme 3 clients, mais on est comme un clan. Fait que c'est des clients, mais on est comme une équipe. C'est comme un peu une réunion. Justement, on s'appelle l'Union. Fait que il y a moi,
Je suis comme le manager. Puis justement, il y a Matt Falco, Stephen Sullivan. Et puis là, on a Keith Alexander. Fait qu'on est 3. Mais en général, j'ai souvent genre comme seulement une équipe ou un lutteur, parce que c'est dur sur le même spectacle de manager plusieurs personnes. Mais comme à la FCL l'année dernière, l'année dernière puis l'autre année dernière, on a fait un spoof de la NWO. C'était la MWO, la Malone World Order. Fait que j'avais une gang avec moi. Fait que là, on était rendu 7 à peu près. Fait que on était une grosse gang, ça fitait l'histoire, là. Fait que je vois où ce que ça fit pour l'histoire, mais en général, j'ai mieux travailler avec une personne ou une équipe que d'avoir une grosse écurie. C'est toujours plus facile de travailler avec juste une personne ou deux. Tu développes une chimie, tu travailles un certain temps, l'histoire finie, tu t'en vas avec quelqu'un d'autre. Mais Stephen Sullivan, c'est mon client que ça fait plus longtemps que je manage, là, qui est Steve Boutel, le promoteur de la NSP, qui est aussi Stephen Sullivan, le lutteur. Mais je le manage là, depuis mes débuts en tant que manager, dans le fond. Là. Fait que ça fait comme. Ça doit faire 13, 14, 15 ans. Là, ça fait 13 ans, je pense, là, que je manage, je 13, 14 ans. Fait que j'étais avec. Là, fait que, mais j'ai plusieurs clients que j'ai eu au travers de ça aussi. Mais en général, j'aime mieux travailler, me concentrer sur une ou deux personnes parce que aussi, ça devient compliqué quand t'es plusieurs fois dans le spectacle. Aussi, tu sais, mettons que si je manage 3 gars puis qu'on me voit 3 fois sur le spectacle, c'est aussi de m'over-exposer, de que je sois trop présent. C'est pas bon pour le personnage de trop le mettre, tu sais. Si je suis là 3 fois, la réaction est pas la même que quand j'apparais juste une fois. J'apparais juste une fois, le monde sont comme ah, Malou, il est là! Hein! Tu sais, mais si je suis là 3 fois, c'est rendu normal. Fait que j'essaie de pas trop m'exposer non plus. On parlait de Paul Heyman tout à l'heure. Je voulais juste prendre une petite référence au niveau de Paul Heyman. Donc, du coup, tu disais que tu t'inspirais pas de lui. Et il y a pas de problème. Mais je veux dire, est-ce que ça t'est déjà arrivé à la NSPW de faire une promo, justement? Je vais prendre, tiens, par exemple, genre Kate Alexander. On imagine qu'il est pas là, ou justement, tu vois, enfin, qu'on lui a dit, bah voilà, tu restes uniquement que dans les coulisses. On doit pas te voir de la soirée. Puis toi, en fait, en gros, tu te rends tout seul sur le ring pour justement aller, tu vois, enfin, aller challenger enfin tu vois, enfin genre un futur champion, quoi. Enfin le champion plutôt, ou justement un challenger. Imagine que Kate Alexander il est champion et tout, donc du coup il doit remettre son titre en jeu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un peu comme Paul Heyman, te pisser dessus parce que bah le mec, enfin il s'est pas vraiment pissé dessus, mais je veux dire, tu vois, c'est un peu, enfin je pense que t'as compris ce que je veux dire, mais genre par exemple, tu vois, enfin tu vois, t'arrives, tu fais ta promo et tout, tu vois, enfin vraiment fier de toi, tu vois, enfin vraiment fier. Puis en fait, le mec, il arrive en face de toi, tu vois, il te met une pression de ouf. Puis tu vois, tu recules au niveau du bord, tu vois, enfin, tu vois, du bord du ring. Puis en fait, au final, bah, hop, tu te rends compte, puis hop, tu vois, tu tombes genre assis ou des trucs comme ça. Est-ce que des trucs fun, il t'en est déjà arrivé? Est-ce que tu t'es déjà pris, par exemple, genre des spots? Est-ce que tu as déjà fait gagner une ceinture à ton équipe? Enfin bref, pas mal de choses qu'on peut voir un peu à la WWE. Hey, la liste est tellement longue que je pourrais même pas comme commencer quelque part si j'en avais à énumérer. Écoute, il y en est tellement arrivé, j'en fais tellement des promos des choses comme ça, justement, d'impliquer dans les finishes de match. Un bon exemple rapide comme ça. Le dernier show de la saison cette année à l'NCW, la finale, c'était un championnat par équipe. C'était un 3 contre 3 contre 3. OK? C'est ça. Puis moi, dans le fond, il y a un de mes lutteurs, on était champion par équipe. Matt Falco, Stephen Sullivan, champion par équipe. Puis Keith se battait avec eux, mais il faisait partie de l'équipe. Mais Matt Falco n'a pas pu être présent. Donc, j'ai dû être le 3e membre de l'Union dans le combat. J'ai participé au combat. Je suis sorti habillé en lutteur. J'ai fait le combat. Donc, dans le fond, je vais te résumer vite ce qui est arrivé dans le combat. Toutes les équipes sont sorties, puis on pouvait se battre partout. C'était dans un aréna, on pouvait se battre partout. Fait que là, nous autres, on est sortis en dernier parce qu'on est les champions. Là, je suis sorti habillé en 4 heures avec mes bobettes. J'étais en bobette jusqu'ici, en slip. J'ai sorti un bandeau de mon slip. Je l'ai mis après mon cou. Je dis, OK, là, je suis prêt. Puis je me suis sauvé à l'arrière. Fait que je suis parti en arrière. Là, les gars se sont battus un peu à l'extérieur. Là, tout le monde, il y a eu un gros dive, tout le monde était par terre. Je suis revenu à la course. Puis là, j'ai essayé de couvrir pour gagner le combat parce que on pouvait couvrir partout. Fait que là, j'ai pris des comptes sur tout le monde, mais tout le monde se levait. Fait que là, je me suis sauvé. Après ça, j'ai essayé de prendre d'autres comptes, ça n'a pas marché. Je me sauvais toujours. Je me suis jamais battu en fin de compte. À la fin du combat, je me suis caché en dessous du ring pour essayer d'attraper un autre manager. Puis finalement, je suis monté,
pour aller frapper un des gars avec une ceinture, avec la ceinture par équipe. Puis, je me suis fait surprendre par l'autre manager qui m'a appliqué le Stone Cold Stunner. Puis, l'autre équipe est venue, ils ont poussé le gars dehors, ils m'ont couvert et ils ont gagné les ceintures par équipe. Donc, j'ai fait perdre les ceintures par équipe à mon équipe au dernier show de la saison. Puis là, la saison va recommencer. Puis je pense que les gars ne seront pas contents. En tout cas. On t'a détesté pour ça, on t'a insulté. Est-ce que tu n'as pas peur justement qu'on se retourne contre toi, Claude? Dis-le nous ici sur InfoCatch. On veut une exclusivité. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on se retourne contre toi, Claude? Ben, je suis pas sûr parce qu'on s'appelle l'union, on est unis, on dit on est dans une Oui, union. mais une équipe, ça ne tient rarement, Claude. Surtout ici sur InfoCatch, les équipes ont tenu rarement. Il va falloir qu'on ait une réunion justement au début de la saison parce que là, c'est pas juste de ma faute non plus. Le Matt Falco n'était pas présent. Fait que tu sais, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai pas eu le choix. C'est l'organisation qui m'a obligé à combattre. Là. Je suis pas un lutteur. C'était évident qu'on allait perdre les ceintures en me mettant dans le match. Tu sais, moi, j'ai essayé du mieux que je peux, mais je peux pas me battre. Moi, c'est une mauvaise décision. Donc, moi, je pense qu'on va se parler puis que tout va rentrer dans l'ordre. Faites-aux-en pas avec ça. Une union unie. C'est vrai, c'est important, c'est un beau mot. Alors, je pense que tu as dû le voir, et là, pareil, tes conseils vont être très importants, toi qui es également aussi manager, qui parle à la place des autres. Est-ce que tu trouves aussi, alors moi, je te donne l'exemple de comment ça se passe en France. Je prends toujours un référencement. Donc, du coup, c'est bien aussi de savoir un peu ce qui se passe ailleurs. Et justement, tu vois, peut-être que tu serais un peu étonné, un peu comme tout à l'heure avec les histoires de cartons et tout. Donc, justement, tu vas pouvoir donner tes propres conseils. Et là, je demande à tout le monde qui n'ont pas l'habitude d'écouter les conseils de Claude, parce que je pense que tu vas pouvoir donner de très bons conseils. Mais justement, je trouve, et j'ai remarqué, qu'il y a des gros problèmes de promo ici en France ou même en général dans le catch. Parce que la première chose qu'on apprend aux lutteurs, c'est, je trouve qu'il y a, enfin, tu vois, c'est de lutter, c'est déjà la base numéro 1. Ça, on va pas se mentir. Tout lutteur, la première base que tu apprends, c'est de lutter, c'est normal. Après, il y a des, tu vois, il y a des options, tu vois, c'est un peu comme une voiture. Tu as des options dans la lutte. Là, l'option, ça serait l'option promo. Quel conseil, toi, tu pourrais vraiment donner aux gens pour qu'ils puissent s'améliorer au niveau des promos? Parce que des fois, quand tu vois des promos des gens, c'est catastrophique ou c'est pas du tout crédible ou c'est beaucoup trop long. Tu vois, ça fait un peu comme chez moi. Tu vois, je m'étale. Mais honnêtement, franchement, quel conseil, toi, tu pourrais donner aux plus jeunes ou aux gens qui sont un peu plus expérimentés mais qui n'ont pas trop l'habitude de parler? Quel conseil, toi, tu pourrais leur donner? Ben, une des premières choses, justement, que tu as dit qui vient de m'accrocher, c'est le temps, la longueur aussi. Beaucoup de gens, surtout présentement, là, on est rendu en 2024, les gens regardent des shorts sur les internets, des vidéos courtes. Là. L'attention des gens, là, si c'est trop long, t'es perd. Donc, une bonne promo de lutte en général, essayez de garder. Tu sais, c'est sûr, une promo dans le ring pour une histoire, c'est d'autres choses, mais mettons une promo vidéo pour promouvoir un match. Tout. 1 minute maximum. Faut pas que tu te partes dans des cibles, des ça, à moins que tu fasses un film ou un court-métrage, mais même à ça. La première chose, le temps. C'est le temps, puis le message que tu veux passer, les choses importantes, puis la base en promo qui est la base. Puis ça, j'avais vu ça dans le livre de Chris Jericho, mais c'est une base de toujours mettre ton adversaire over, de mettre ton adversaire, il faut que tu montres qu'il est bon quand même, parce que, tu sais, si tu dis dans ton adversaire, t'es rien que pas bon et je vais te battre parce que tu perds tout le temps tes combats, t'es pourri, t'es un maudit La pourri, merde. pas bon. Fait que, si tu bats un pas bon, là, si tu gagnes quelqu'un qui est pourri, si tu te bats contre quelqu'un qui est pourri puis tu gagnes, dans le fond, tu as juste battu un pas bon. Donc, tu es juste meilleur qu'un pas bon. C'est pas extraordinaire. Donc, si je me bats contre toi puis je dis Dylan, allez, je sais que t'es fort, t'es grand peut-être, oui, t'as plusieurs trucs à ton actif que t'as réussi, mais tu pourras pas me battre parce que moi j'ai ça, puis toi t'es fort, j'essaie de montrer que toi t'es quelque chose, tu sais. Alors si je te bats, si je réussis à te battre, ça veut dire que je suis vraiment bon parce que t'es bon, toi, tu sais. C'est ça le truc, là. Si tu bats quelqu'un, tu dis, c'est ça. C'est que si ton adversaire il est bon, tu le fais bien paraître. Donc si tu gagnes, t'as battu quelqu'un qui est bon. Puis si tu perds,
tu t'es fait battre par quelqu'un qui est bon. Donc, tu parais pas nécessairement mal, tu sais. Mais si tu dis que ton adversaire est pourri, puis que tu perds, t'es vraiment pas bon, là. T'es vraiment un pourri. Donc, la base, c'est toujours de mettre ton adversaire sur un pédestal, de montrer que ton adversaire, il est digne de t'affronter, puis tout, mais tu peux quand même dire que c'est un pas bon, un pourri, mais il faut quand même faut que tu y trouves des qualités, puis que tu le mettes, parce que c'est ça. Si tu bats quelqu'un de moins bon que toi, ben, t'es juste meilleur qu'un pas bon. Tu peux me faire rêver pendant une minute. J'ai envie de rêver pendant une minute. J'ai envie de réaliser quelque chose. Si tu peux réaliser mon rêve, Claude, franchement, je te jure, j'en serais heureux. On dit que tu es mon manager, que je suis champion. Si tu dois me faire une promo, parce que je défends mon titre, par exemple, ce week-end, qu'est-ce que ça donnerait? Claude, l'univers InfoCatch compte sur toi. Nous t'écoutons, Claude. Qu'est-ce que ça donnerait si tu serais mon manager? Hey, là, les gars, vous savez pas, j'ai un nouveau poulain, OK? Hey, c'est un Français. J'en ai jamais eu des Français dans ma gang. Puis là, lui, en plus, c'est un champion d'info catch. Fait que là, vous allez capoter. Il va s'en venir et il va défendre son titre. Je ne sais pas c'est qui va l'affronter. Vous savez pas, ce gars-là, hein? C'est Didi, là. Didi la Didine. Il va vous didier, il va vous casser en deux. Il va vous casser en trois, en quatre, en cinq, puis en six. Le gars, vous n'avez aucune idée de ce qu'il est capable de faire. Vous ne le savez pas. Parce que là, il va arriver, il va dire alors, je vais t'éclater ta sale tronche de cash, mec. Alors, t'as besoin de te pointer parce que mon champion d'info catch, il va t'éclater la gueule. Merci. Franchement, je te jure. Non, mais merci. Je t'applaudis. Non, mais franchement, merci. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Non, honnêtement, franchement, je te jure, merci beaucoup. Parce qu'honnêtement, franchement, là, je suis. Regarde, on le voit, tu vois. Est-ce qu'on le voit que je suis rouge? Non, mais franchement, non, mais franchement, merci. Et je mettrai honnêtement, franchement, donc tes liens dans la description, comme ça, peut-être que les gens viendront. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Je veux juste qu'on termine avec trois choses qui sont importantes. Je te l'ai dit, hein, il va y avoir des questions compliquées. Je t'ai prévenu, hein, je t'ai mis vraiment en garde. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais que le catch, toi, t'a apporté? Ben, ça m'a apporté je pense, un exutoire. Ça m'a apporté un exutoire. Parce que moi, je le dis souvent, moi, c'est une de mes mottos dans la vie, un de mes dires. L'important, c'est de se divertir soi-même. C'est d'avoir du plaisir, d'être content. Puis la lutte, ça m'amène ça. Ça m'amène que moi, je me divertis moi-même. J'ai du fun, je m'amuse avec les gens dans la foule. C'est pour ça que ça marche. Parce que j'ai du plaisir dans ce que je fais. Puis je suis authentique, je suis sincère. Puis moi, j'ai ça, j'ai du plaisir. Puis je pense que les gens aiment mon personnage, les gens aiment m'haïr parce qu'ils connectent, parce qu'ils voient que c'est sincère, puis ils comprennent que j'ai du plaisir. Fait que pour moi, puis pour tout le monde dans la lutte, je pense que c'est en grande partie, là, peu importe au niveau à lequel tu fais, c'est un exutoire incroyable pour tout sortir le méchant, crier autant pour la foule que pour le. C'est la seule place que tu peux réagir ou agir comme ça à la lutte. Fait que, moi, à la lutte, je suis Claude Malouin, parce que mon vrai nom, c'est Malouin, mais Claude Maloune. Mais Claude Maloune, c'est juste Claude Malouin avec le volume viré dans le fond, là, à côté au piton, puis avec du gaz. Là, fait que c'est un exutoire, puis c'est une place que je peux être moi-même aussi, parce que c'est ça, c'est pas. C'est un personnage, mais ça reste qu'il y a beaucoup de moi-même, puis c'est ça. Je pense que c'est ce que ça m'a apporté le plus, c'est ça. Alors, ici, je le dis à tout le monde, de toute façon, je pense qu'on a dû te le dire, j'aime pas trop, tu vois. Ici, c'est pas mon but, tu vois, enfin, de parler de la vie privée, parce que je trouve que ça n'a rien à voir dans une interview, mais je voudrais juste te poser vraiment, enfin, en général, je pose toujours la même question. Tu vois, je t'ai fait un petit débrief, comme je fais avec tout le monde et tout. Est-ce que tu dirais, toi qui a des enfants, donc justement, je vais te poser cette fameuse question que je pose à tout le monde, est-ce que tu les autoriserais, toi, à faire du catch si un jour ils te disent, bah voilà, papa, je veux devenir catcheur. Est-ce que toi, tu les autoriserais à faire du catch? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Alors, on pourrait trouver cette question-là complètement stupide. Oui, moi, mon père, il est dans le catch. Je vois pas pourquoi il refuserait. Non, moi on m'a déjà dit non avec, bien sûr, les arguments de la personne. Mais est-ce que toi, si demain, tes enfants se disent, bah voilà, je suis intéressé par le catch, je veux devenir catcheur ou catcheuse, hein, si tu as des filles ou des garçons, est-ce que tu les autoriserais, toi, Claude? Ben,
Oui et non. Ben, je pense que je les dirigerais vers une bonne école, premièrement, vers une bonne place pour apprendre, parce que je n'empêcherai jamais mes enfants d'envie de faire ce qu'ils veulent. C'est leur choix, c'est leur vie. Comme je disais tantôt, tu ne vis pas ta vie pour les autres, ta vie pour toi. Fait que tes parents, c'est un peu la même chose. Là. Si c'est eux autres, c'est de faire ça qui les rend heureuses, c'est sûr que je les encouragerais, j'essaierais de les aider du meilleur de ma connaissance, mais j'aimerais mieux pas quand même. Oui, parce que non, mais faut pas oublier que c'est également aussi, tu vois, enfin, hyper dangereux et tout. Hein. C'est ça que les gens ont parfois l'air d'oublier. Puis après, tu vois, c'est pas méchant. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop parler de ça parce que c'est quelque chose de tabou. Tu vois, c'est un peu l'argent. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. L'argent est tabou. Et puis, on sait que bah, malheureusement, on ne peut pas vivre du catch et tout. Donc, se casser, désolé du terme, mais se casser le cul alors qu'au final, bah, tu ne gagnes rien du tout. Pour certaines personnes, tu vois, ça fait chier. Je suis désolé de penser comme ça, mais je pense que tu as dû en voir, tu vois, des gens qui veulent pas trop se mouiller parce que, bah voilà, tu vois, ils gagnent pas beaucoup. Et ça, c'est dommage. C'est quoi le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, que ça soit en tant qu'arbitre, en tant que manager, en tant que graphiste, bref, tu vois, on est tous humains, on fait tous des erreurs et tout, on en apprend, on évolue tous les jours. C'est quoi les meilleurs conseils qu'on ait pu te donner sur ces trois thèmes-là? Graphiste, arbitre et manager. Je te dirais, c'est d'être authentique qui est important, c'est d'être soi-même sincère, intègre. Je sais pas, c'est un peu ça. Je sais pas si c'est je sais pas si c'est un conseil nécessairement qu'on m'a donné ou c'est un conseil que moi je pourrais donner, mais moi, c'est un peu la façon que j'essaie d'être, là, c'est d'être sincère puis intègre, là, puis de dire les vraies affaires, puis c'est ça. Je pense que c'est ce qui est important, là. Ce qui est important, c'est d'être soi-même, puis de s'accepter, puis de connaître ses capacités, puis d'utiliser ses capacités à son maximum. C'est vraiment un coup qu'on se connaît soi-même, ça va bien d'habitude. Ok. Alors, du coup, comme je te dis également sur off, j'ai une baguette magique, d'accord? Donc, c'est ma question bonus. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler ou justement, ça va être une nouveauté pour toi. Je vais te donner une baguette magique virtuelle. Alors, en général, je demande quelle personne souhaiterais-tu affronter? Mais toi, comme tu es arbitre et manager, c'est complètement différent. Ne t'inquiète pas. Du coup, moi, je voulais savoir quel client. Attention, hein, j'ai pas envie que tu as des amis, alors des ennemis après ça, hein, parce que c'est pas non plus mon but. Alors, je vais t'en demander trois. En général, j'en demande toujours un seul, mais bon, comme j'ai dit oui, trois pour une personne, finalement, hein, tu vois, on se fait respecter ici. Donc, du coup, bah, quand tu dis, tu vois, c'est comme quand tu as des enfants, tu autorises un bonbon à l'un, tu peux pas refuser un bonbon à l'autre. Toi qui es père de famille, je pense que tu vois de quoi je veux parler. Mais justement, je vais te donner cette baguette magique. Si jamais tu voudrais avoir trois clients que tu souhaiterais manager, qui ça serait pour toi? Hey, cette question-là, je l'ai souvent, genre, qui tu voudrais manager? Puis à toutes les fois, je sais jamais qui répondre. Je ne le sais pas. J'essaie d'y penser, puis tu sais, je pourrais dire, ah, j'aurais aimé ça manager, mettons, Shawn Michaels, que selon moi, c'est le meilleur de tous les temps parce qu'il était complet. Puis après ça, je suis comme, ouais, mais ça ne fitterait pas, tu sais, je veux dire, ça n'a pas rapport. Fait que là, Ça peut être des catcheurs, excuse-moi, je vais te préciser, ça peut être des catcheurs qui sont morts également aujourd'hui. Hein, tu vois, enfin, ça peut être également, tu vois, ça peut être des anciens catcheurs qui à l'époque te faisaient rêver, quoi. ben, je pense que ce qui serait un bon match que j'aurais aimé faire, tu sais, que c'était impossible, justement, d'affronter Eddie Creechman ici au Québec, là. C'est de moi être avec un lutteur, puis dans ce scénario-là, probablement qu'Eddie Creechman serait gentil parce qu'il serait rendu plus vieux, puis le monde le connaisse, fait, puis qu'on se batte un contre l'autre avec deux gros monstres. Là. Ça serait pas pire à faire. Ben, peut-être, c'est ça, peut-être j'aimerais ça à confronter peut-être un autre manager, mais en même temps, des feuds de manager, c'est pas nécessairement. Fait que, tu sais, on m'a souvent demandé quel lutteur j'aurais aimé manager, puis c'est souvent dur. Mais je pense que
je pense que j'aurais aimé ça manager peut-être des monstres, genre, des géants, des trucs comme ça. C'est André le géant, mettons. C'est ça, OK, mettons, on pourrait le dire. C'est un peu comme Bobby Heenan avec André le géant ou bien Ted DiBiase, tu sais. Je pense que je suis le même genre de manager un peu que ça. Fait que André le géant, tu sais, un géant, un gros monstre comme ça. André le géant, peut-être Abdullah, tu sais, des monstres comme ça. Je pense que j'aurais aimé ça. Peut-être Undertaker, tu sais, c'est peut-être pas un fit, le personnage, mais en tout cas, tu sais, ouais, c'est peut-être dans ce genre-là, des gros monstres. J'ai pas comme quelqu'un de particulier. André s'est arrêté malade parce que c'est un géant. Puis justement, je parle de géant parce que je suis pas une grande personne. Fait que je trouve que j'ai tout le temps aimé le contraste quand je manage des gars qui sont grands, tu sais, parce qu'au Québec, on a quand même les lutteurs sont pas tous grands, puis à Star, les lutteurs sont moins grands puis moins gros que dans le temps aussi, puis c'est bien correct. Mais ça reste que j'aime bien le contraste quand je manage quelqu'un, tu sais, comme Matt Falco, Stephen Sullivan. C'est des gars qui sont plus grands que moi, Gabe Kovic. Quand je manage des gars qui mesurent 6 pieds 4 là, en haut de ça, là, c'est le fun parce que moi, j'ai l'air petit, puis le gars, il a l'air plus grand, tu sais. Et du coup, je vais juste la reprolonger parce que tu étais également si arbitre. Si jamais tu aurais pu arbitrer trois catcheurs, qui ça serait ces trois catcheurs? Ah, là, c'est différent, c'est ça. Là, l'arbitre, tu peux plus comme faire n'importe quel match. Ben, je pense que j'aurais aimé ça faire un genre de match, un Ironman ou un match marathon avec Shawn Michaels, Bret Hart, ou dans cette époque-là, là, ça aurait été Attitude Era dans des matchs comme ça, arbitrer Stone Cold. J'ai quand même, c'est ça, je parlais d'Honky Tonk Man au début, que c'est un des premiers lutteurs qui m'a accroché. Ben, j'ai déjà arbitré Honky Tonk Man à Montréal, à la TOW. Fait que ça a été un moment où j'ai vécu quelque chose, genre, c'était comme, ah, c'est donc ben cool, j'ai arbitré Honky Tonk Man, tu sais, fait que, tu sais, j'ai arbitré Honky Tonk Man, j'ai managé Rhino aussi à l'NSPW, j'ai déjà managé Jay Lethal, pour un spectacle, j'ai managé plein de monde, des fois, j'oublie ce que j'ai fait, j'ai tellement fait de choses dans la lutte que des fois, j'oublie, les gens me le rappellent, puis je fais, hein, j'ai fait ça, tu sais, fait que, moi, j'ai juste du fun, tu sais, il n'y a rien qui est plus important que d'autres choses, c'est l'ensemble de l'affaire, j'ai du plaisir, je me divertis moi-même. Non, mais mec, écris un livre. Écris un livre. Non, mais je te jure, mec, écris un livre. Tu écris un foutu livre et tu le publies. Non, mais c'est incroyable. Non, mais franchement, je te jure, je suis désolé. J'ai déjà eu des gens ici. Je pense que tu as dû voir rapidement les invités que j'ai eus. Tu fais partie. Non, mais honnêtement, c'est vrai, je dis pas ça parce que tu es là, mais tu fais partie des invités qui ont un parcours incroyable. Mais Honnêtement, franchement. bon pour me vendre aussi. Oublie ça, oublie pas ça. Là. Non, non, Je suis non, fait que moi, là, ça a l'air incroyable, là, mais c'est pas si non, mais incroyable. On a juste du fun. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je fais beaucoup de choses, mais je suis pas sûr que tu sais, des fois, c'est parce que non, c'est plus large, mais l'autre fois, je parlais avec un ami, puis je suis pas sûr que je serais capable d'écrire un livre sur ce que j'ai fait, ce que j'ai une mauvaise mémoire. Il y a plein de choses que j'oublie. Des fois, j'essaie de mettre un ordre chronologique à ma vie. Là. Mettons, j'ai habité où, à quel endroit, à quelles années, puis je m'en rappelle pas. Fait que ça serait dur. non, mais toi, honnêtement, tu serais le grand-père idéal. Hein. C'est-à-dire que le jour où tu as des petits-enfants, quand tes petits-enfants ils n'arriveront pas à dormir, papy, tu peux me lire un livre. Je vais pas te lire un livre, je vais te raconter mon histoire, quoi. Non, mais honnêtement, tu vois, c'est un peu comme, je sais pas si tu as déjà vu, je crois que c'est dans, ah putain, comment on appelle ça? Je crois que c'était dans, avec Nicolas Cage, à un moment donné, on voyait ça. Enfin bref, en tout cas, je sais que c'est un film avec Nicolas Cage. Le Trésor des Templiers ou le Livre des Templiers, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà vu. À un moment donné, je crois que c'est dans le 1, on voit justement Nicolas Cage petit, puis en fait, son grand-père, il racontait quand il était petit, enfin, le grand-père de son grand-père. Et toi, en fait, ça va être un truc comme ça. Non, mais je te jure, c'est vraiment incroyable, quoi. Moi, j'ai un grand-père comme toi. Je te jure, tous les jours, je viens t'harceler. Non, mais je te jure que c'est vrai. Tous les jours, je viens t'harceler. Qu'est-ce qui s'est passé en telle année, papy? Qu'est-ce qui s'est passé en telle année? Non, mais honnêtement, c'est ouf. Et encore, enfin, je veux dire, il peut encore t'arriver encore pas mal d'autres choses. Mais honnêtement, aujourd'hui, avec du recul, sois un peu plus sérieux, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu regrettes certaines choses? Est-ce que tu regrettes un peu certaines décisions que tu as pu faire ou que tu as empruntées ou autre? Est-ce que tu as du regret des fois? Ben, je dirais pas vraiment, non. En général, dans la vie, non plus. Tu sais, pas dans la lutte, pas dans la vie. Surtout pas dans la lutte, mais je te dirais que, tu sais, dans la lutte, peut-être les seuls
Un regret que je peux avoir eu des fois, ou peut-être tout, c'est peut-être des fois d'avoir eu pas nécessairement la bonne attitude au bon moment ou de pas avoir été de pas avoir été team player à certaines. Mais sinon, non, je pense pas tant que ça. J'ai pas de. J'ai pas vraiment de regrets. Là. J'essaie de faire du mieux que je peux. On fait des. Comme on disait tantôt, on est tout humain, on fait des erreurs, fait qu'on essaie de surprendre. Mais j'ai non, aucun. No regrets. Si je me le ferais tatouer ici, là. No regrets, c'est mal écrit comme le mémé, là. On finit avec deux dernières questions, puis encore une fois, merci à toi d'avoir accepté mon interview. Enfin, deux questions après c'est celle-ci, tu vois. Le mec qui, dans les dernières minutes, remodifie, tu vois. Non, mais au bout d'un moment, faut savoir m'arrêter. Puis encore une fois, je pense qu'on aura bien parlé. Encore une fois, merci à toi d'avoir accepté mon interview. Est-ce qu'il y a déjà, alors pareil, ici, on n'est pas là pour tu vois, enfin, citer des noms. Si tu veux le citer, il n'y a pas de problème. Mais ici, on n'est pas pour citer des noms. Mais est-ce qu'il y a déjà des gens que tu as pu rencontrer qui t'ont déçu? Parce que voilà, tu vois, enfin, ils ont pris d'autres décisions. Est-ce que tu t'es déjà fâché beaucoup, tu vois, enfin, avec des gens, contraire, enfin, dans le milieu de la lutte, hein, je parle pas dans ton monde personnel, mais est-ce qu'il y a déjà des gens avec qui, bah, malheureusement, tu t'es fâché parce que, bah, voilà, enfin, t'avais peut-être des décisions que tu as pris, que la personne n'était pas contente. Enfin bref, est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont déçu? Ben, en général, là, c'est souvent du monde qui n'ont même pas rapport à. Tu sais, la lutte, c'est un drôle de milieu, là, mais je veux dire, c'est souvent des gens qui n'ont même pas rapport avec nous. Là, tu sais, des gens que tu connais pas qui peuvent te contacter. Dire ah, j'ai entendu dire telle affaire, que tu as fait telle affaire. Genre, tu sais, moi, t'es qui, toi? Parle-moi pas. C'est pas important. Fait que, tu sais, non, j'ai pas eu de grosses histoires puis de drama, justement, parce que j'essaie comme on parlait tantôt, d'être intègre puis de parler. Fait que non, il n'y a pas rien. Ouais. Après, on sait très bien, on va pas se mentir. Je pense que toi et moi, on le sait, le monde du catch, c'est un monde de requins, tu vois. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, à qui on se confie et tout, tu vois. Donc, faut aussi toujours faire attention à ça. Mais, tu vois, c'est bien aussi également que, bah, des fois, tu vois, enfin, t'as des gens avec qui tu t'entends bien, tu vois. Ça, c'est un peu comme tout le monde, hein. Il y a des gens avec qui tu t'entends bien, il y a des gens aussi avec qui tu t'entends moins bien. Ça s'appelle l'humanité, hein. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. On va juste terminer, comme je te dis, vraiment là, avec deux dernières questions. Je voulais savoir quels étaient tes deux endroits préférés, enfin un endroit où tu as le plus aimé, tu peux m'en donner plus, hein. Je dis un endroit, c'est référence, mais tu peux m'en donner genre deux si tu veux, et un endroit où tu as le moins aimé pour différentes raisons, que ça soit bah, le public qui n'était pas assez chaud, les conditions en général, quand on me parle d'un endroit où les gens ils veulent plus retourner, c'est plutôt les conditions, parce qu'on m'a déjà dit qu'on s'est changé dans un camion, enfin bref, les conditions n'étaient pas là. Quel était pour toi le meilleur endroit où tu as pu aller et le pire endroit? Ben, le meilleur endroit, on a fait quand même, j'ai fait au Nouveau-Brunswick, on avait été à Moncton dans un théâtre, quand même un beau théâtre. On fait de la lutte au théâtre Le Diamant à Québec, qui est l'endroit le plus nice que j'ai jamais fait de la lutte. Là. Le Diamant, je te dirais que c'est pas mal le top des tops. Là. C'est une salle qui est neuve, c'est beau, on a un beau backstage, on est bien traité, il y a une belle foule, c'est très, très belle salle, côté technique, tout ça. Fait que je te dirais que c'est pas mal le top des tops. Puis les pires places, écoute, c'est un peu comme faire de la musique ou quand tu es dans les indépendants ou dépendant où tu joues. Tu sais, j'ai déjà fait des shows, des spectacles dans des sous-sols d'église ou même on a déjà fait une fois, la pire place, on a fait un spectacle dans une salle de curling, tu sais, le sport, le curling. Là. Il y avait une salle dans le local de curling. Il y avait deux personnes qui ont payé pour venir voir le spectacle. Deux personnes. Ça, c'est la pire fois. Mais en même temps, on a tellement eu de fun, ce show-là, parce qu'on était juste une gang de chums. Fait qu'on on a comme lutté pour nous autres, puis on faisait des niaiseries. J'étais arbitre à cette époque-là. Fait que je te dirais, c'est pas mal la pire place que j'ai lutté. Là.
Et est-ce que vous aussi, au Québec, vous avez des problèmes des fois avec la mairie? Est-ce que parfois la mairie, je sais pas, je vais dire une connerie, hein, imaginez, je connais aucune ville hein, du Québec, mais je vais prendre les lettres de l'alphabet, tu vois, ça sera beaucoup plus simple pour la référencement. Mais imagine, tu vois, enfin, vous savez que dans la ville B, par exemple, bah, vous pouvez avoir une putain, tu vois, enfin, une putain de foule et tout. Il peut y avoir un très bon show, ça peut être très, très intéressant, mais la mairie ne veut pas vous prêter les locaux, ne veut pas. Est-ce que ça, des fois, ça arrive que la mairie ne vous suit pas un peu comme chez nous ici en France? Non, vraiment pas, parce que justement, nous, bien souvent, là, la façon que ça fonctionne, c'est les gens qui nous engagent pour des spectacles. Fait que même ça, c'est les municipalités, eux autres même, parce qu'ici, on n'appelle pas ça, la mairie, c'est le maire, c'est politique, pas tout à fait pareil, là, mais nous autres, on appelle ça la municipalité, mais souvent, si on fait des choses dans un village, mais c'est eux qui nous ont engagés. Ça, c'est bien rare qu'on va aller faire un spectacle à une place. Vous faites rarement les démarches vous-même? Non, c'est ça exactement. Non, non, c'est exactement. La lutte est quand même populaire. Fait qu'on vend des spectacles, les gens les achètent. Fait que puis même dans les villes où on est régulier, jamais qu'on a affaire avec la ville, avec la municipalité, avec la Ok. mairie, les policiers, tout ça. Non, aucun problème. Mais c'est parce que je comprends un peu ton parallèle. Je sais qu'en France, non, mais c'est parce que je connais un peu la scène indépendante musicale aussi, puis je connais les musiciens. Puis je sais que c'est en Europe, en France, c'est pas pareil, là. Des fois, tu peux faire des Ouais. shows la mairie, puis tout ça, là, ouais, c'est pas, c'est complexe, là. Il y a beaucoup de. Ok. Et pour finir, eh ben, on va finir tout simplement, Claude, avec tes projets pour le futur, où tu te vois, par exemple, genre dans 10, 15 ans. Et puis, ben, je vais te laisser conclure l'interview avec, bien entendu, tous tes promos, hein, enfin, tous tes pubs. C'est normal parce que c'est également aussi ton interview. Merci mille fois, encore une fois, pour cette interview. Mille merci à toi. Puis je te laisse avec vraiment avec le mot de la fin, ton futur et puis bah, toutes tes pubs. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour l'homme en brun? Ben, la nouvelle saison de la NSPW recommence. La nouvelle saison de la FCL. Fait que suivez ça, la lutte NSPW sur Facebook, la lutte FCL sur Facebook. Puis là aussi, vous pouvez suivre la page de Claude Maloun sur Facebook, M-A-L-O-O-N, Claude Maloun sur Facebook. Moi, là, je poste régulièrement tous les jours des mémés, des petites vidéos drôles, des affaires qui m'arrivent à la lutte. Fait que c'est intéressant à suivre. Fait que vous pouvez suivre ça. Vous pouvez suivre ma page, que j'ai ma compagnie de costumes, Custom Couture. Fait que vous faites ça aussi sur tous les Facebook. Puis, oubliez pas aussi, là, vous pouvez regarder sur ma page Facebook, Claude Maloun. Là. Moi, je fais de la musique aussi. J'ai des petites tunes country que j'ai faites il y a pas longtemps. J'ai des vidéoclips et tout ça. Vous pouvez aller voir ça. Fait que, il y a sûrement d'autres musiques qui s'en viennent bientôt. Là. J'étais en train de travailler sur un projet. Fait que, mais j'ai rien d'annoncé de spécial. Mais suivez mes pages puis vous allez savoir ce qui se passe pour le membre. Ok, bah Claude, merci beaucoup à toi. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Puis bah moi je vous dis à bientôt. Salut Claude, salut à tous, ciao. Salut à tous.